Il y a des personnes autour de nous qui ont des parcours atypiques. Salut, je suis Frédéric Azoulay et je suis heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de La Combinaison. L'idée de ce podcast est de rencontrer des personnalités qui ont eu des destins exceptionnels dans leur domaine. Entrepreneurs, sportifs, écrivains, artistes, je vous fais partager leur expérience, leur parcours lors d'une conversation sans filet. Découvrons ensemble la combinaison des événements qui ont fait leur succès. A tout de suite avec mon invité. Dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense honneur d'être reçu par Franz-Olivier Gisbert. Nous avons discuté un peu plus d'1 heure et demie et vous allez croire que c'est très long, mais je vous assure que c'est passionnant. Franz nous parle de sa vie, de son enfance, de ses débuts de journaliste et d'écrivain. Il a écrit plusieurs biographies, dont celle de Jacques Chirac ou de François Mitterrand. Il nous livre d'ailleurs quelques anecdotes et nous parle de ses relations qu'il entretenait avec ces grands personnages de l'État. Mais je vous avoue que le passage que j'ai préféré, c'est quand Franz nous explique la construction d'un roman. En fait, au début, il a une vague idée de l'histoire, mais après, tout part du personnage principal. Il crée un véritable univers tout autour, et ce qui est vraiment incroyable, c'est que la plupart du temps, il ne connaît même pas la fin. Ne ratez pas ce passage, je vous l'assure, c'est passionnant. Mais je n'en dis pas trop, je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Franz-Olivier Gisbert. Franz, tu es multicarte, journaliste, éditorialiste, biographe, présentateur de télévision, homme de radio et écrivain. Je t'avoue que j'ai une grosse pression, parce que même si je fais des interviews, là j'ai vraiment en face de moi une pointure. Ah bon, souris. Non. Oui, ouais, voilà. Faut pas exagérer. Dans le livre qui t'est consacré, Fogg, le don juan du pouvoir, l'auteur indique que tu es un produit compliqué au nom de brouillard. Pour les rares qui ne te connaîtraient pas, tu as un look un peu de playboy, avec un air de... Un peu passé quand même. Hein. Ouais. Alors, je ne sais pas très, si ça va être flatteur, mais... Très vieux playboy, oui. Un air de Jack Nicholson, on te l'a déjà dit. Ah oui, sûrement. depuis que je suis gosse, oui, voilà. Depuis toujours. Un grand front. Ouais. Une tignasse que je pense qu'on partage, là j'ai le casque, mais on le partage. Ouais. Mais avant de dérouler toute ta vie... Les cheveux sont un peu blancs, hélas. Mais... Les miens sont en train de le devenir et ils vont le devenir de plus en plus. Tu as pris juste un peu d'avance. Ouais. Voilà. Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Franz-Olivier Gisbert. Je suis né aux États-Unis d'un père américain et d'une mère française. Le 18 janvier 1949, ça fait un bail, dans l'État du Delaware, aux États-Unis, donc. Et vers l'âge de 4 ans, j'ai débarqué en France, comme mon père avait débarqué, lui, en 1944, 6 juin 1944. C'était un GI. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il a rencontré ma mère. Après le débarquement, parce qu'en fait, à Rouen, il a fait la bataille de Normandie et puis bon, il a rencontré ma mère à Rouen et ils sont finis par se retrouver. Donc je suis un produit de la Deuxième Guerre mondiale, mais vraiment un produit de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai vécu là-dedans, d'ailleurs, la famille, tout le monde, voilà, on parlait beaucoup et mon grand-père, lui, les deux d'ailleurs, enfin, parlait beaucoup de la Première Guerre mondiale. Donc c'est, comment dire, ça explique peut-être beaucoup de choses, mon engagement européen, mais je suis vraiment un enfant de ça. Et ensuite, j'ai été élevé donc à partir de 4 ans. Mon père a débarqué en France à nouveau avec moi et ma mère. Et puis ma sœur, ma petite sœur, j'avais déjà... J'ai une petite sœur aussi qui est arrivée très vite et qui sont arrivées en France. Et j'ai été élevé en Normandie. Pourquoi vous avez quitté les États-Unis ? Parce que mes parents, c'est pas moi. Moi, j'étais à 4 ans, c'est pas moi qui décide quoi que ce soit. Mais mes parents savaient pas trop s'ils allaient vivre aux États-Unis ou en France quand ils se sont mariés. Mon père adorait l'Europe. Ma mère adorait les États-Unis. Enfin, c'était un peu à front renversé. C'est assez marrant d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils m'ont appelé Franz-Olivier. Parce que, d'ailleurs, dans ce prénom, j'ai ma double culture. Franz, c'était pour le cas où il restait aux États-Unis. Mon père adorait Schubert, donc c'est Franz comme Franz Schubert. Et Olivier, c'est ma mère, à mon avis, qui a fait cet ajout. J'ai jamais compris, je sais pas trop pourquoi. Bon, enfin bref. Alors, je l'ai peut-être parce qu'elle aimait les oliviers. Ouais, oui, c'est ce que je pense. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle adorait les oliviers. Mais je lui ai jamais demandé clairement pourquoi. Et donc ça fait Franz-Olivier, c'est mon vrai prénom. Après, c'est vrai que j'ai dû signer quelques articles Franz Gisbert parce que je n'aime pas qu'on m'appelle Franz-Olivier. Et j'ai vu qu'il y avait un problème. Ça ne collait pas, donc je suis revenu en fait à mon vrai prénom qui est Franz-Olivier, mais j'aime bien qu'on m'appelle Franz. Et puis Fogg, c'était évidemment quelque chose qui était totalement intentionnel chez mes parents, puisque sur ma petite timbale de baptême, il y a écrit le mot Fogg. Donc mes parents savaient ce qu'ils faisaient, quoi, et je pense que ça les amusait beaucoup. Et puis c'est, comment dire, une sorte de surnom que j'assume et que j'aime bien. Alors hier, quand on s'y J'aime bien parce que c'est mes parents. Oui.
C'est mes parents qui avaient décidé ça, donc ils sont morts évidemment depuis longtemps. Mais ça sonne bien, surtout, ça sonne bien. Non, puis j'aime bien. Oui, ça me fait penser à eux, parce que c'est une petite blague. Mes parents étaient un peu blagueurs parfois. Voilà. Il y avait de l'humour. Même hier, quand on s'est au téléphone, tu as dit c'est Franz Gisbert. Oui, c'est ça. Oui, je dis jamais Olivier. Et j'aime pas qu'on m'appelle Olivier, par exemple, ou Franz Olivier, j'aime pas non plus. Il faut dire les choses. Mais ça, c'est des réflexes d'enfance, puisque comme mes parents sont arrivés en France, comme ils avaient décidé ils avaient pris Franz Olivier pour le cas où, voilà, soit ils restaient aux États-Unis, soit ils arrivaient en Europe. Et arrivés en Europe, forcément, ils me changent de prénom. C'est-à-dire, on m'appelle Olivier. Et là, je pète les plombs, même à 4 ans. On m'appelle Olivier, je réponds pas. Viens Olivier, je ne réponds pas. Je sais pas qui c'est Olivier, je ne veux pas. Et donc ils ont cédé, ils ont été obligés de me rappeler Franz. Voilà. Et donc j'ai toujours un petit peu ce rejet d'Olivier. Et tes copains t'appellent plutôt Fogg? Non, on m'appelle toujours Franz. Parfois on m'appelle Foggy. Il y en a un frère qui m'appelle Francky. Enfin, ouais, c'est toujours des dérivés de Francie aussi. Hein. Enfin, mais c'est toujours autour de Franz. Mais personne m'appelle Olivier. Et Fogg, j'aime pas qu'on m'appelle Fogg. Ça fait un peu, comment dire. Mais il y en a des. Oui, j'ai des collaborateurs parfois dans le passé qui pouvaient m'appeler Fogg. Je les reprends pas, mais je trouve que ça fait un peu con. C'est comme si on m'appelait, je sais pas quoi. Enfin, je vais pas donner des SK ou voilà. Le club des lettres. Etc. Oui, non, ça fait. Non, moi, j'aime qu'on m'appelle Franz. J'aime beaucoup ce prénom. C'est le prénom de mon enfance. Tes études? Aux études, il n'y en a pas trop parce que j'ai été lycéen, pas un très bon élève. J'avais ma vie à côté, je lisais, j'écrivais déjà. J'étais soi-disant écrivain depuis l'âge de 9 ans, donc j'écris toutes sortes de choses. Pourquoi soi-disant ? Parce que je publiais pas, c'était des petits romans, enfin des soi-disant romans qui faisaient 30 pages. Nouvelles. Quand t'as 10 ans, ou non, c'était des romans, paraît-il, mais enfin c'est ce que je croyais, mais c'était des romans très courts. Et puis je faisais de la poésie, je faisais du théâtre, j'écrivais mon journal. Il y a pas grand-chose à raconter d'ailleurs, mais enfin je faisais mon journal. Je sais pas, je me prenais, pour André Gide ou pour Julien Green ou je ne sais quoi. Et j'écrivais, voilà, j'ai fait ça aujourd'hui. Enfin c'était un peu grotesque. Et je lisais. Donc j'ai eu ma vie, disons, un peu en dehors du lycée. Je lisais énormément et puis je m'occupais beaucoup de la ferme. Mes parents, qui étaient bobo-bions avant l'heure, avaient acheté une ferme en 1960, mais avant on vivait à la campagne, en pleine campagne, au bord de la Seine, à Orival, à Saint-Thomas-les-Elbeuf, en face du quai d'Orival. Il y a une petite ville qui s'appelle Orival qui est en face. C'était juste magnifique comme paysage, au milieu des ronces. J'ai passé mon enfance là, il y avait des chèvres, toute une espèce de vie sauvage comme ça. Je vivais là-dedans. Et puis à un moment donné, mes parents ont décidé en 1960, allez, on va s'installer à la ferme. Ils ont acheté une ferme. C'est vraiment bobo bio, c'est-à-dire on va faire de l'autarcie, on cherche à nous empoisonner. Mes parents étaient très écolos. Il faut pas, voilà. Par exemple, j'ai appris de mes parents, mais c'était même avant qu'on aille à la ferme, faut manger les pommes quand il y a des trous, quand elles sont véreuses. Une pomme n'est bonne que véreuse parce qu'on est sûr qu'elle n'a pas été traitée. Voilà, c'est la grande phrase de mon père. J'ai dû entendre ça quand j'avais 6 ou 7 ans et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis, donc, cette ferme, c'est une petite ferme, c'était 1 hectare, mais faut voir ce que c'est la campagne normande, surtout le plateau du Roumois, c'est très, très, très luxuriant. Enfin, c'est incroyable. Donc, il y avait de quoi élever une vache et son veau. Donc, il y avait toujours une vache et son veau. Et puis, il y avait plein de bestioles, quoi. Des tas de bêtes, et puis il y a un potager et tout ça. Donc je participais beaucoup à ces travaux que j'aimais. Je copinais avec d'autres enfants de fermiers. Et on avait notre vie et j'aimais beaucoup la vie à la campagne. Donc j'ai le côté très rural, quoi. C'est-à-dire à la fois cérébral. C'est-à-dire je lis là, tout le temps, je lis ou j'écris. Et puis de l'autre côté, je pars à l'aventure avec les copains dans les champs, on bricole dans les fermes, je sais pas, il y avait toujours des trucs à faire. Et puis j'aime les travaux des champs, j'aime le travail des fermes. Et j'adorais m'occuper des bêtes. On avait des chèvres, alors les chèvres on les faisait pas reproduire parce que il y avait le drame du cabri qu'il fallait tuer parce que un petit bouc, on peut pas garder ça dans une maison. Et donc, très vite, on a arrêté tout ça, parce que je suis devenu un végétarien assez vite. Justement, je supportais pas la façon dont on tuait les bêtes, la façon dont on tuait les cochons, c'était incroyable. Et donc, très souvent, d'ailleurs, je me suis retrouvé à tuer les bêtes pour que ce soit pas les autres, parce que je tuais mieux, et en même temps, je les mangeais pas, parce que, voilà, tout ça me faisait beaucoup de peine, et c'est vrai que j'adorais la ferme, j'adorais les animaux, j'adorais cette vie, et en même temps, j'avais une espèce de déchirement devant
à chaque fois devant les bêtes qu'il fallait tuer, quoi. Ou le veau que mes parents vendaient finalement et on savait où il allait, quoi. Tu as écrit sur la cause animale, il me semble. Oui, beaucoup. Oui, je suis très concerné. Enfin, j'ai jamais écrit avant la retraite, c'est-à-dire comme j'ai dirigé des journaux quand même pendant 30 ans et que j'étais à charge d'âme, c'est difficile de prendre en otage des rédactions, des journaux pour des causes personnelles. Donc je considérais que c'était une cause personnelle. Qui n'était pas la mode à l'époque. En plus. Oui, mais en même temps, je reconnais que dans tous les journaux où je suis passé, les gens connaissaient mes positions et je faisais faire des papiers sur les abattoirs, sur les scandales des abattoirs, sur la viande, la filière, enfin toutes ces. Ça, j'étais quand même féroce, mais jamais à visage découvert et je ne faisais pas d'éditoriaux. Ça, je faisais pas d'éditoriaux sur ces sujets où j'étais très engagé déjà. Et donc quand j'ai pris ma retraite, c'était normal. Et c'est la première chose que j'ai faite d'ailleurs quand j'ai pris ma retraite. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'animal est une personne, et puis un autre qui est une sorte de manifeste pour les animaux, qui sont sortis pratiquement simultanément. Et ça, c'était ma façon de dire maintenant je suis libre, je dis ce que je veux. Et ça, c'est quelque chose de fondamental que j'ai appris à la ferme. Ça vient de l'enfance, ça, totalement. J'ai un de mes premiers romans publiés qui s'appelle La Souille, qui était un joli succès. La Souille, ça se passe en Normandie et franchement, j'ai pas enquêté pour savoir les escargots, comment ça vit, les insectes, les poules, les vaches. Enfin, j'ai vécu au milieu, quoi. Faut bien dire, je vivais là-dedans et j'aimais ça. Le journalisme, donc, l'écriture, petit. Et comment tu viens au journalisme ? Oh, c'est un peu par hasard en fait. C'est parce que moi, je vais être écrivain. Quand ma mère me dit qu'est-ce que tu veux être, au départ, je lui dis écrivain, elle pète les plombs, tu vas jamais vivre de ça. Puis c'est une famille quand même où il y avait quelques artistes par-ci par-là, et c'était toujours un peu des artistes ratés, qui étaient qui étaient en difficulté. Mais mon père, qui était artiste peintre, il faisait du dessin industriel, il faisait des affiches pour Trigano, les temps de Trigano, ce genre de trucs, pour croûter, quoi. Donc, il travaillait pour Coop, je me souviens à l'époque, c'était une grosse boîte de distribution. Enfin, il faisait des affiches, des tas de trucs. Et donc, il fallait croûter, quoi. C'était ça. Donc, elle me disait, ça va pas le faire, tu vivras pas de ça. Bon, donc, très bien. Elle avait absolument raison. Donc, je trouvais des boulots de substitution, des choses qui m'intéressaient. Commandant de bord à une époque, je rêvais. Vétérinaire, ça me passionnait, mais j'étais trop nul en maths. D'ailleurs, j'ai raté mon bac la première fois parce que j'ai eu un 0 éliminatoire en maths. Donc, pourtant, globalement, j'avais des bonnes notes. Et j'étais passionné par l'histoire, donc je disais peut-être prof d'histoire, ça lui faisait plaisir. Prof de philo, parce que j'ai toujours adoré la philo, ça lui faisait plaisir aussi. Et puis avocat aussi, parce que comme j'étais très timide, je me suis guéri depuis, mais j'étais très très timide, j'avais du mal à parler en public. Et tous les avocats, enfin les futurs avocats, à l'origine sont toujours des gens extrêmement timides, parfois des auteurs, on voit très bien. Enfin, c'est très drôle, et c'est pour évidemment vaincre ce handicap qu'ils vont vers cette profession. Et moi j'avais ce handicap parce que à l'oral j'arrivais pas à parler, quoi. J'étais devant un petit groupe, ça a duré longtemps, il a fallu attendre la trentaine passée pour que je me guérisse vraiment de ça. J'avais vraiment des problèmes et j'ai essayé de me vaincre. J'acceptais les invitations à la télé. J'ai essayé de prendre sur moi. Enfin, c'était très compliqué. J'avais un gros problème. Bon, ça s'est géré. J'ai réussi à. Mais ça a mis du temps. Ça a mis quand même quelques années. Et donc, je voulais être avocat. Et puis, en fait, j'ai trouvé des boulots comme ça d'été très vite. Et puis je me suis mis à travailler pour la page littéraire de Paris-Normandie. Et puis dès qu'il y avait un trou dans leur équipe, ils me demandaient de faire des remplacements. Et franchement, c'était bien et j'adorais ça. Je faisais de la locale, c'est-à-dire du journalisme. C'était très simple, c'était les balles des pompiers, il fallait faire des photos, il fallait faire des petits commentaires. Après, je sais pas, Anne-Marie Pesson, qui était une star de la télé à l'époque, elle est dans un prix unique, ou je sais pas quoi, ou un Monoprix, il fallait faire un petit papier, une petite interview. Voilà, je passais d'un truc à l'autre. Et j'aimais bien les accidents de la circulation, des crimes aussi. Enfin bref, j'étais comme ça sur toute une zone qui s'appelait Rouen-Rive droite à Paris-Normandie. Et donc ça montait jusqu'à Buchy, des villages qui s'appellent Bosc-Bordel, ça veut rien dire pour vous, Pavilly, Barentin, Darnétal, etc. Et là, je courais et j'avais ces autres. Et comme il fallait souvent faire, notamment des remplacements là, dans cette zone-là, je venais assez souvent et voilà. Et en fait, j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai commencé mes premières fiches de paye, c'était vers 17-18 ans. Et disons à 19-20 ans, j'étais pratiquement, je dirais pas à plein temps, mais presque, tout en faisant le centre des formations des journalistes que j'ai fait, qui m'a donné la culture générale,
qui était bon. J'ai fait une année de droit qui s'est très très bien passée d'ailleurs. Bon, donc j'aurais pu être avocat parce que c'était vraiment ça s'est très très bien passé. Puis j'ai vu que tu voulais faire l'ENA aussi, non? Non, ça c'était ma mère, c'était son rêve. Mais moi je voulais. Non, non, mais ma mère je la contredisais jamais. Ou je sais pas, ça doit être dans Wikipédia, mais c'est énormément de conneries. Oui, ouais. mais donc non, l'ENA c'était pas mon truc. Moi je voulais. D'abord, je voulais faire plaisir à ma mère, j'adorais ma mère. Je n'avais pas des bons rapports avec mon père, mais j'adorais ma mère. Et voilà, je voyais qu'elle était paniquée par cette espèce de type hirsute qui voulait être écrivain, qui lui lisait toute la journée. Elle trouvait que c'était bien, parce que ma mère était philosophe, très intello, mais voilà, elle savait que j'allais au-devant de graves ennuis financiers, si je peux me permettre. Et donc, elle essaie toujours de m'orienter vers d'autres trucs. Et le droit, ça marchait très bien. J'ai fait une première année où je travaillais comme un chien, et j'adorais ça. Et puis j'ai eu une bonne note. Mon grand-père, c'est qui est mort peu de temps après. C'était sans doute sa dernière joie. Il a pété les plombs là quand il a vu ça. Il dit, mais c'est formidable. Bon, bref. Et je lui ai pas dit, mais d'ailleurs il est mort. Mais j'ai pas dit à mon grand-père que voilà, j'avais choisi à l'époque le journalisme, puisque j'ai quitté le droit, la fac de droit de Rouen, pour m'inscrire au CFJ, Centre de formation des journalistes à Paris, par lequel étaient passés Armand Gatti, Jean-Yann, enfin des gens très différents, Philippe Bouffard, etc. Je crois des gens d'ailleurs qui n'avaient pas fini leurs études, mais il y avait toute une série de journalistes, et dans ma promotion, il y avait Patrick Poivre d'Arvor, Olivier Drinxan, enfin voilà, Paul Amar, Patrice Louis, enfin voilà, des tas de gens avec qui d'ailleurs je suis resté en relation. J'en oublie plein, parce qu'il y en avait plein, et des gens que j'aime. Et voilà, je suis rentré au journalisme un peu par hasard, par effraction. J'adorais ce métier. Donc c'était pas juste pour gagner du pognon. Hein. Alors je voyais que ça pouvait nourrir son âme. À l'époque, ça le nourrissait parce que les journalistes étaient bien payés, surtout quand ils bossaient. Je bossais comme un chien. Et ça a toujours été ma caractéristique. Et donc oui, c'était une espèce de coup de foudre pour ce métier qui me correspondait. C'est un métier pour les gens curieux. Qui changent la vie facilement, qui n'ont pas trop d'ego. Bon, il y a beaucoup des gothiques et de narcissiques dans la presse, mais ça, ce sont des connards il y en a plein, il y en a dans tous les métiers, mais il y a quand même à la base le vrai journaliste, comme je l'aime, celui qui existe, il y en a plein partout, j'en croise tout le temps, c'est quand même quelqu'un de très humble, parce que c'est une fonction qui rend humble, puisqu'on est confronté sans arrêt d'abord à des gens formidables qui en savent bien plus que vous, des grands scientifiques, enfin, je sais pas, moi j'ai rencontré tellement de gens formidables grâce à ce métier, et c'est vrai qu'on se sent petit, on se sent pas forcément petit à côté de Mitterrand ou de Chirac, hein. Souvent c'est des gens que vous connaissez pas, et qui sont des chercheurs inouïs, Michel Jouvet, quelqu'un qui a beaucoup étudié le rêve, notamment chez les chats, et qui est il y a son nom dans tous les bouquins sur le rêve d'ailleurs, qui a fait beaucoup de recherches avec son copain William Dement, qui était un Américain. Et voilà, bon, j'ai rencontré plein de gens formidables. Et tout de suite, j'étais pris par ce métier. J'ai adoré ce métier, et j'ai compris très vite que je deviendrais journaliste, mais que je serais toujours avant tout écrivain. C'est comme ça que je m'étais rêvé et vu. C'est-à-dire, je suis pas quelqu'un qui, quand il était journaliste, a décidé de devenir écrivain, de faire des bouquins. Non, je suis un type qui se voyait comme écrivain, qui écrivait tout le temps, qui était très anxieux d'ailleurs, parce que j'ai eu une sorte de ratage à 18 ans, j'ai envoyé mon premier livre chez Gallimard, et on m'a dit c'est pas mal, mais il y a beaucoup de boulot, donc j'ai compris que c'était pas bien, et ça m'a donné... oui, j'ai arrêté d'écrire pendant quelques temps, puis j'ai fait des livres politiques, je me suis dit, peut-être ça sera une façon de me faire la main, mais j'allais vers le roman. C'était ça mon truc, c'était moi mon univers. Faut bien voir, c'est bizarre parce que ce petit gosse là qui est dans la ferme avec ses 4 frères et sœurs et ses parents, qui est une ferme. Hein, au début, d'ailleurs, mes parents n'avaient pas trop d'argent. Il y avait une canne qui venait pondre dans un placard tout près de ma chambre, enfin qui jouxtait ma chambre. C'est comme ça que j'ai vécu, quoi. Puis il y avait des souris tout le temps, des chats partout, et trop de chats, des invasions de chats parce que bon, ça se reproduit, ça c'est le problème dans les fermes. Et donc j'étais très heureux. Moi, je crois que c'est ça la relation entre mon père et ma mère était épouvantable dans les premières années, mais j'étais très heureux, et je faisais toujours ce que j'aimais. Et c'est vrai que écrire pour moi c'était ce que j'aimais, je privilégiais. Et le journalisme, j'ai découvert aussi que c'est un métier que j'aimais faire, quoi. Et c'était pas écrire, ça n'a rien à voir. Les gens ils croient que c'est la même chose, l'écriture littéraire, l'écriture
romanesque, mais c'est littéraire, mais c'est exactement le on va y contraire. revenir, parce que Le journalisme ça n'a rien à voir. Donc, faut être un peu schizophrène quand on est journaliste pour écrire des romans, parce que c'est pas du tout la même écriture, c'est pas la même chose. Mais ce métier de journaliste, en fait, m'a beaucoup apporté parce que j'ai aimé le faire. Comme il y a, moi, j'aurais pu être médecin, par exemple. J'aurais aimé être médecin. Quand je vois mes copains médecins, c'est un métier merveilleux. Mais j'étais trop mauvais en maths. Moi, c'était proche c'était un handicap, quoi, tellement j'étais mauvais. Et ma mère m'a payé des leçons d'un prof de maths absolument génial, qui essayait de m'expliquer les trucs. J'essayais de comprendre, mais il doit me manquer des neurones quelque part dans le cerveau parce que rien ne rentrait, quoi. Je me souviens, et même quand je faisais des efforts, je n'y arrivais pas. Donc j'ai compris très vite que toutes ces professions, type vétérinaire, médecin, tout ça, elles m'étaient interdites. Commandant de bord, ça m'était interdit très vite, j'ai compris parce que j'étais très myope. Ouais. Donc très myope et proche de la... Et puis les maths, très bas. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc tout ça a été écarté. Finalement, avocat, ça m'allait très bien en fait. J'ai plein de copains avocats. Comme j'ai beaucoup de copains médecins, c'est marrant dans les métiers que je voulais faire. Ou cuisinier aussi, c'est un truc. Ma grand-mère me rêvait toujours de cuisiner parce que j'adore ma grand-mère américaine quand elle venait parce que elle voyait que je faisais la cuisine et j'adorais faire la cuisine, quoi. Donc j'aurais pu aussi être cuisinier, mais en fait non. Je dirais le journalisme, il m'a choisi, c'est pas tellement moi, quoi. Ça m'a complètement happé, emporté, voilà. Et puis cette espèce de torrent dans lequel je me suis, je dirais presque que je me suis vautré. J'ai tellement aimé ça, et je continue d'ailleurs. Journaliste et journaliste politique. Donc tu commences par une élection américaine, c'est ça? J'ai fait des premières tentatives comme ça dans la presse. J'ai créé revenant des États-Unis, mais j'avais 18 ans, 20 ans, j'ai rencontré personne. J'ai envoyé un papier qui a été publié par un journal. C'est mon premier article publié, ça s'appelle Liberté Dimanche. Bon, ça c'est le premier article. Mais qu'est-ce qui t'intéressait c'est la politique qui t'intéressait de toute façon? Même pas encore à l'époque, pas encore. Non, j'arrive des États-Unis, j'ai des trucs à raconter. Puis c'était pas. Tombé pile poil sur l'élection américaine, t'as raconté l'élection américaine. Ouais. Article dans lequel je me plantais d'ailleurs parce que j'expliquais pourquoi Nixon n'avait aucune chance, enfin qui était élu après. Je me souviens et comment dire, il y avait quelque chose, mais je pense que c'était un papier un peu universitaire. Vous voyez, c'était pas dans un, comment dire, j'ai pas écrit ça comme un papier de journaliste en fait. Je rentrais des États-Unis. Faut voir la culture dans laquelle je vivais. Ma mère, prof de philo, très copine avec. Par exemple, voilà, c'était après la guerre. Il y avait ces bouquins qui étaient à la maison d'ailleurs. Bon, ma mère n'aimait pas beaucoup Sartre, mais enfin bon, je crois qu'elle l'avait plus ou moins croisé. Et il y avait ces bouquins de Sartre sur les États-Unis, des bouquins de Georges Duhamel, etc. Et je me suis dit tiens, voilà, j'étais dans un projet un peu, comment dire, mi-universitaire, mi-littéraire, etc. Bon. Puis ça a été publié, et puis voilà, après je suis passé à autre chose. Après j'ai fait un article sur Giacometti, et ça c'était sans doute le premier bon papier que j'ai pu faire, parce que je suis passé à travers le moule d'un type qui s'appelait Yvon Hecht, qui était le rédacteur en chef de Paris-Normandie. Ma mère était actionnaire, donc ça a peut-être aidé, enfin mes parents, mon grand-père plutôt. C'est des trucs de la résistance, mon grand-père était dirigeait un réseau là-bas, enfin bon voilà, ils sont un peu partagés les trucs, mais c'était actionnaire minoritaire. Mais c'est vrai que le directeur du journal, Pierre-René Wolf, était son meilleur ami. Donc voilà, c'était... puis il l'avait beaucoup protégé pendant la guerre. Et donc je suis allé là, je suis tombé sur un rédacteur en chef qui m'a dit ce papier est une merde, c'est ni fait ni à faire, c'est aucun intérêt, voilà comment on fait un article. Yvon Hecht, c'est incroyable parce qu'il m'a expliqué le journalisme je dirais que la leçon de journalisme c'est 30 secondes. Et il y a tout, et je m'en suis servi après toute ma vie. Il m'a dit un article c'est une seule idée, on déroule. Alors, le début c'est important. Il faut accrocher le lecteur. Si on n'accroche pas le lecteur, c'est perdu. On a 2-3 lignes. Sinon, il ne va pas lire. Et après, il faut redonner des petites secousses électriques au lecteur pour qu'il les continue. Voilà. Donc, il faut, faut pas mettre tout le bon au début. Il faut en garder un peu après. Et la fin, elle doit être forte parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent le papier. Ils ne commencent pas le papier par la fin. Mais ils vont lire peut-être la première ligne et la dernière. Donc, attention, il faut que ce soit comme ça. Et il faut dérouler une seule idée. Et c'est pas la peine de faire un plan, un truc comme ça. On déroule. Et puis, on peut mettre dans cette seule idée, agglomérer des trucs qui n'ont rien à voir. Voilà. Alors, j'ai peut-être mis plus de 30 secondes. Mais c'était à peu près ça qu'il m'a dit. Et dans mon souvenir, c'est peut-être 1 minute. C'était tellement court, tellement génial, extraordinaire. Là, j'ai tout appris et je suis revenu.
J'ai fait exactement ce qu'il voulait. Il m'a dit bravo, c'est ça. Il a publié. Après, il m'a dit tiens, page littéraire, ça vous intéresse de faire des trucs j'aimerais bien parce qu'on a personne pour faire des trucs. J'ai dit très bien. J'aimerais bien faire Aragon. J'étais fou d'Aragon. Je crois que tu as fait Monterland aussi. Ouais, j'ai fait tout le monde, bien sûr, tous les gens qui jamais, mais surtout, j'étais fou d'Aragon. Ouais. J'étais fou d'Aragon. Donc j'ai fait une interview d'Aragon. J'avais fait une deuxième après. Le poète, bien entendu. Ouais. Le romancier aussi à l'époque, mais je trouve que c'est un peu vieilli, c'est un peu. Mais le poète est toujours aussi génial. Donc j'adorais Aragon. J'ai rencontré Monterland dans la foulée. Je fais un papier très con de jeune con, me foutant de sa gueule. Enfin, c'était un peu parce que il vivait au milieu des statues grecques. Enfin, il y avait un côté comme ça. Je foutais de sa gueule et je regrettais. C'était un papier idiot. Mais par exemple, j'adorais Maurice Genevoix. J'ai rencontré. Maurice Genevoix, j'adorais parce que il y a ceux de 14 que j'avais pas encore lus, mais tout le monde me dit que c'était un chef-d'œuvre, à commencer par mon grand-père maternel, mais je connaissais pas. Mais j'avais lu Rabolio, enfin tous ces livres sur la nature qui sont magnifiques. Enfin, c'est un écrivain somptueux et c'est quelqu'un qui devrait revenir un jour. Faut pas l'oublier. Il est complètement tombé dans l'oubli, mais Maurice Genevoix, c'est énorme. C'est vraiment un grand écrivain. Et puis, je sais pas, j'ai rencontré, mais vraiment, oui, j'ai interviewé tous les grands écrivains de l'époque, effectivement. Jules Romain, tous ces gens, voilà. Je suis devenu copain comme ça avec, je me souviens, Jean-François Revel aussi, j'ai fait, François Nourricier, tout ça que je connaissais, donc j'avais 20 ans. C'était marrant pour eux parce qu'ils recevaient un petit journaliste, j'étais même pas journaliste, un petit étudiant de merde habillé n'importe comment avec les cheveux longs. Et puis après, je leur envoyais le papier parce que ou il avait le papier, d'ailleurs, je sais même pas si je l'ai envoyé, enfin en tout cas. Et puis après, le deuxième rendez-vous, il vous regardait avec considération parce que ça faisait quand même des belles pages avec des belles photos, quoi. Puis Paris-Normandie, c'était un grand journal, quoi. C'était un journal de qualité, comme on dit, un journal régional de qualité, avec des collaborateurs incroyables, etc. Donc, voilà. Ça, c'est ça, mes débuts dans le journalisme. Mais, je travaillais, là, ça m'amuse parce que c'est la vie, ça. Puis c'est mes grands succès j'ai quand même fait beaucoup de grands succès aussi dans les romans, mais les 2-3 bouquins, notamment La tragédie du président qui s'est vendu à plus de 400 000, il faut dire, évidemment, j'ai eu beaucoup d'ennemis après parce que les confrères, parfois, sont jaloux, sont parfois très jaloux, mais c'est vrai que j'ai cette étiquette, en fait, au départ, pas du tout. Moi, je suis journaliste littéraire au départ, mais enfin, ça serait jamais allé très loin. Et puis après, je suis passé... oui, je serais jamais allé très loin parce que Paris-Normandie, il ne pouvait pas nourrir un journaliste littéraire comme ça, et c'était forcément un boulot en plus. Et donc, après, je me suis mis, par exemple, je me souviens à Paris-Normandie, j'ai fait beaucoup de sport aussi. La Formule 1, le premier Grand Prix de France aux Essarts, où Joe Chesler va mourir, c'est un grand conducteur français, pilote français. Je suis là, c'est moi qui couvre tout parce que comme je parle anglais, on peut faire tout le monde, Graham Hill, toutes les interviews, Jochen Rindt, Chris Hammond, tas de gens qui sont morts depuis d'ailleurs, ils sont morts parce qu'à l'époque on mourait vraiment facilement. Ouais. Sur les circuits, c'était juste atroce. Et je les ai rencontrés, tous interviewés. C'était ça. Et puis j'aimais ça, quoi. Je passais d'un truc à l'autre. Et puis les balles des pompiers. Et puis toutes ces choses. J'ai beaucoup aimé cette période. Mais en même temps, je me disais, Paris-Normandie, il y a quelque chose de très familial. C'est pas bien. Faut que je sorte de là. Faut que j'aille à Paris. Et j'étais très tenté toujours par le Nouvel Observateur, qui est un journal qui m'attirait à cause de sa dimension littéraire. C'était pas tellement les idées politiques, encore que je les partageais. Enfin, à l'époque, non, mais j'ai pas tellement changé. Moi, j'ai toujours été libéral, droitier, mais social-démocrate aussi. C'est-à-dire, j'étais pas du tout pour changer politiquement. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Après, vous savez, il y a que les cons qui croient que les journaux c'est des partis politiques, mais il faut vraiment être débile et rien connaître à la presse. On sait très bien. Après, on respecte les lecteurs, on essaie de faire les journaux aussi pour les lecteurs, et c'est sans cynisme. C'est juste parce que c'est comme ça que ça marche. Sinon, ça marche pas. C'est pas nous qui dirigeons les journaux. Le patron du journal, c'est toujours le lecteur, comme disait Raymond Aron. Ça n'est pas le propriétaire, ça n'est pas le directeur, le rédacteur en chef, le patron de la pub, le patron du journal, c'est le lecteur. Et ça, il faut considérer ça. Moi, je crois que c'est pour ça que d'ailleurs ça a toujours bien marché quand j'ai dirigé les journaux. J'avais toujours cette règle en tête. C'est le lecteur, c'est le patron. Ça marche pas, très bien. Je trouvais ça génial, ce gros dossier qu'on a préparé. C'est un four. Très bien, on fera plus. C'est le lecteur, il a décidé, il m'a mis plein la gueule. Je respecte, je ferai autre chose. Je ferai des trucs que j'aime moins, mais il faut les faire. Donc tu rentres à l'Obs ? Je rentre à l'Obs en 1971, après le centre de formation des journalistes. Et le centre de formation des journalistes, il y a un petit problème, c'est qu'ils m'ont trouvé une place au Monde.
mais je veux pas aller au Monde. Je veux aller à l'Obs. Mais il n'y a pas de place à l'Obs. Mais comme, disons, j'ai une envie frénétique et puis j'ai l'ardeur de la jeunesse, quoi. J'ai 22 ans. Je me dis, mais non, mais j'irai quand même. Et j'y vais quand même. Mais tu attends? Et j'y vais. Une place ou tu Non. Oui, je fais des piges. Pigiste, d'accord. Et puis, je bombarde de piges. Je travaille tout le temps comme un malade. Je fais 50 000 trucs. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. Au bout de 4 mois, je suis embauché, je crois, ou peut-être un peu plus, ou peut-être 6 mois. Mais je suis embauché parce que ce petit gars, il est prêt à faire tout. Il bouche les coins, il bouche les trous, enfin, il fait ce qu'il veut. Enfin, il fait ce qu'on veut. De l'Obs à l'époque, hein. Bah, c'était Jean Daniel. Toujours, ouais. Il y avait Hector de Gala, enfin, il y avait toute une équipe. Il y avait Père Bénichou, Serge Laforie, enfin, il y avait du beau monde, c'était bien. C'était une équipe de direction avec beaucoup de mecs à l'époque. C'était une autre époque. Et très vite, je suis intégré, oui, parce que moi, il voit mes idées, il voit comment je suis un peu folklorique. Je suis pas, mais c'était un journal très atypique parce qu'il y avait des gens qui étaient pour Chaban, il y avait des maoïstes encore à l'époque, il y avait des trotskistes, il y avait une extrême gauche très forte que j'aimais pas beaucoup d'ailleurs, mais bon, on s'entendait pas très bien en général avec l'extrême gauche. Mais je m'entendais bien avec les autres. Et puis il y avait, et puis la direction. Et j'aimais beaucoup. Jean Daniel, il m'a énormément apporté, il m'a énormément donné. Après, c'était plus compliqué. Nos relations elles sont un peu aigries sur la fin, mais c'est pour ça que je suis parti de l'Obs. Mais c'est vrai que j'ai adoré ces années-là. Je suis resté 17 ans dans ce journal. Et j'ai passé vraiment des moments juste merveilleux. Et c'est un journal en pleine ascension. Je fais les années 70, de 1970 à 1980. C'est dingue, la progression des ventes. C'est un journal qui s'est installé, qui est devenu... qui est devenu un très grand journal. En quelques temps, j'ai vécu ça. Qui s'agrandissait tout le temps, avec... évidemment de plus en plus d'argent, de plus en plus d'embauches, la qualité, la pagination. Enfin, c'était une belle histoire. Tu commences une de tes premières bio avec Mitterrand? 1 an après mon arrivée à l'Obs. On me met sur la politique et je rencontre la même année François Mitterrand et Jacques Chirac. Dans les deux cas, je pense, je ne sais pas si je leur dis, mais je crois que je leur ai dit, tiens, j'aimerais bien faire une biographie sur vous, donc vous étonnez pas si je vous suis souvent, comme ça m'intéresse. Bon, mais ça commence par Mitterrand, je me souviens, ça devait être avant l'été 1972. Et je crois que c'est après l'été 1972, on m'envoie en Corrèze. Avant même la 74, donc quand il perd avec Giscard, donc de 72, c'est ça, ouais. 72, ouais, c'est ça. Mais je pensais à l'époque qu'il venait de prendre le Parti Socialiste. Bon, moi, il faut bien voir, par exemple, je suis un peu un enfant de 68. J'ai fait la révolution de 1968, comme je disais, mais c'est uniquement la révolution sexuelle. L'autre m'intéressait pas beaucoup. Ouais. Et j'étais à l'époque plutôt proche de la CFDT et... je me souviens avoir collé avec ma mère des affiches pour Mitterrand. Mais quand j'ai dit que je vais faire une bio de lui, c'était pas pour. J'étais avec une mentalité de journaliste, donc c'était pas pour même si le bouquin, le premier livre, était quand même un peu bêtement bienveillant, mais il y avait beaucoup de vacheries aussi qui l'ont blessé. Et il m'a fait la gueule pendant assez longtemps après la publication du premier livre, qui était pourtant très bienveillant. Enfin, oui, globalement, même s'il y avait des saillies. Et donc, je décide de faire ça. Et alors après, on m'envoie quelques mois plus tard en Corrèze, je rencontre Chirac. Et je me dis, ce type va être président de la République. Bon, ils seront chacun leur tour. Donc, cette espèce d'intuition comme ça de départ, où je me dis, mais ces gens, Alors évidemment, je ferai plus ça aujourd'hui parce que les politiciens que nous avons aujourd'hui en magasin n'ont pas la dimension de l'un et de l'autre. Hein, parce que ce ne sont pas les mêmes d'ailleurs, ils sont très différents l'un de l'autre, mais ils sont, très au-dessus du lot, quoi. Alors avant, évidemment, j'ai croisé aussi à la même époque, de loin, comme ça, on voyait Pompidou, j'ai vu tout ça, bien sûr, parce que je peux citer beaucoup de noms de gens de cette époque que j'ai croisés, que j'ai appréciés, Edgar Faure aussi, que je connaissais très bien. J'étais même dans ses petits papiers, il me racontait des tas d'histoires, etc. Mais Chirac, c'est pas un coup de foudre, encore que d'ailleurs, mais je le vois en Corrèze, et qu'est-ce que j'entends toute la journée? Je le suis, hein. Il m'invite à bouffer, une espèce de concours de bouffe monstrueux. Il mange surtout de la bidoche, moi pas grand-chose. On le lit dans le bouquin, il mange énormément, quoi. Ah oui, il n'arrête pas, c'est complètement dingue. Et... Il n'est pas si gros que ça, pourtant. Non, il est très maigre, mais à mon avis, il a des vers solitaires, il est grand, aussi, ouais. Non, mais il a beaucoup d'énergie aussi. Toujours comme ça, cette espèce de allaitement, cette façon de courir, puis de bosser tout le temps, parce que c'était quand même... attendez, les journées commençaient très tôt avec lui et finissaient très tard. Quand il était à l'hôtel de ville, on pouvait voir, j'habitais tout près à une époque de l'hôtel de ville, on pouvait voir quand est-ce qu'il se couchait.
Pourquoi ? Parce que je connaissais ses manies, il fermait les lumières partout. Un peu comme François Hollande qui fermait les lumières à l'Élysée de manière... Moi aussi, je fais la même chose, donc ça m'amuse toujours de faire ça. On sait que Chirac, le soir, il fermait toutes les lumières, il ne supportait pas que les lumières restent allumées. Donc quand son bureau était allumé, c'est qu'il bossait, qu'il était là. Et une fois vous passiez à minuit, bon, c'est normal, 1h du matin, parfois 2h du matin. Qu'est-ce qu'il faisait ? Des dossiers, il avalait des trucs, les dossiers, les réponses aux lettres, enfin c'était, comment dire, oui, c'était un besogneux, quoi. Il travaillait comme un malade, avec la haine de soi, bien entendu, comme c'est quelqu'un qui se détestait beaucoup. Ouais. C'était une façon de se punir de crimes qu'il n'avait pas forcément commis, d'ailleurs. Mitterrand, c'était pas du tout pareil. Mitterrand, il y avait une forme de facilité. Et Mitterrand, il travaillait pas autant. Il allait très vite, il comprenait vite. Je veux pas dire par là que Chirac était idiot. Non, Chirac est une sorte de perfectionniste. C'est pas là. Il voulait tout connaître. Mitterrand, non, il déléguait beaucoup et il jouait plutôt avec les hommes. C'est ça qui l'intéressait. Enfin, les hommes à l'époque, hein, parce que maintenant il y aurait des femmes. Et enfin, il y avait quelques femmes avec lui, mais pas tant que ça. Et il jouait comme ça. Mais c'est marrant parce que c'est la même année, en fait, 1972. Je me dis. Alors, Chirac, je ne crois pas le lui avoir dit, mais Mitterrand, je lui ai dit. Je vais faire une biographie sur vous. Enfin, la vérité, c'est ça. Je crois vraiment, c'est à Mitterrand, j'annonce le premier, parce que Mitterrand, je suis sûr qu'il va être élu. Parce que c'est logique, c'est normal. C'est la fin d'un cycle, voilà, il faudra qu'à un moment donné... Et d'ailleurs, en 1974, je suis sûr qu'il sera élu. Bon, il est battu. Parce qu'il était nul dans le débat face à Giscard. Giscard était un meilleur candidat, c'est évident. Et Chirac... Bah, ça vient en plus, c'est-à-dire, en le rencontrant, je me dis, c'est pas possible, ceci. Pourquoi ? D'ailleurs, pourquoi j'ai pensé qu'il serait élu un jour président ? C'était très simple. Faut pas oublier que cette circonscription faisait partie de ces circonscriptions dans lesquelles Georges Pompidou, Premier ministre et puis présidence suite, mais enfin, c'était Premier ministre à l'époque de Gaulle, avait envoyé ses jeunes loups. On les appelait ses jeunes loups. Et c'était dans le centre de la France. Et Chirac avait choisi cette circonscription-là parce que c'était celle où il passait toutes ses vacances. Ses deux parents étaient corréziens. Il s'est toujours vu comme corrézien. On le voyait parisien, mais c'est pas vrai. Quand on le voyait en Corrèze, on voyait qu'il était corrézien. Il connaissait tout le monde. Il tutoyait tout le monde. Il avait passé tous ses étés, toutes ses vacances avec ces gens-là, quoi, qu'il voyait. Donc, il s'était présenté chez lui, en fait. Là où il y a la maison de famille, quoi. Saint-Ferréol, voilà, c'était son fief. Et je suis même pas sûr que d'ailleurs ce soit dans sa circonscription, mais de toute façon, il est corrézien. Ça va de Tulle à Brive, bon, et puis lui, c'était Égletons, c'était par là-haut, mais c'était la Haute-Corrèze, mais bon. Et je passe ma journée, ma première journée, je suis à rencontrer des gens de gauche, communistes souvent, ou socialistes, qui disent « Ah ouais, moi je suis communiste, je suis socialiste. Ah non, mais je vote Chirac. Ici, j'ai voté Chirac. » Donc il avait été élu par surprise en 1967, réélu en 1968, et là, on était en 1972, c'était la fin de la législature de 68, et c'était Pompidou qui était devenu président de la République. Et il arrivait, partout où il arrivait, c'était une star, quoi. Et il n'était pas si connu que ça à l'époque. C'était un petit ministre, mais c'était une star que les gens aimaient et qui aimait les gens. Ça, c'était dingue. Tout à fait différent de Mitterrand. Mitterrand, il mettait toujours une distance. Voilà, il essayait de comprendre les gens. C'était un psychologue, Mitterrand, grand psychologue. Chirac n'était pas trop psychologue, ça l'intéressait pas. C'est la vie qui l'intéressait. Oui, mais tu dis en plus qu'il était sincère avec les gens, humble, complexé. Oui, très complexé. Il s'aimait pas. Ouais. Mitterrand s'aimait davantage. Pudique oui, aussi, pudique, très pudique, plus pudique que Mitterrand. Oui, parce que Mitterrand m'a fait des confidences sur la vie, par exemple. Mitterrand, Chirac, non. On a l'impression qu'il était quand même manipulateur. Oui, enfin Mitterrand, attendez, moi je suis pas d'accord avec ça parce que oui, c'est une canaille sur le plan politique. Il est capable de tout. Encore qu'il y a des règles, c'est-à-dire il va prendre le Parti Socialiste en 1971, il va quand même déjeuner avant avec Mollet en lui disant je vais te flinguer ou je vais vous flinguer, je sais pas si se tutoyer ou pas, mais bon, c'était Guy Mollet le patron à l'époque, et voilà, il le prend de face, il est un peu comme ça Mitterrand, hein, il y a des règles comme ça, il y a un côté comme ça, mafieux un peu, qui dit les choses et qui va pas passer par 36 chemins. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a ce côté chantourné, ce côté... cette habileté-là, on la retrouve pas chez Chirac, qui, lui, c'est vrai, si on le compare à Mitterrand, ne s'aime pas. Mais c'est évident. Et puis, en même temps, se cache. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a fasciné, bon, c'est cette pudeur sur lui-même. On arrivait à comprendre des choses, mais vraiment... Moi, qui l'ai connu quand même bien, j'ai beaucoup suivi, il a fallu du temps pour que je me rende compte qu'il était extrêmement cultivé. Mais très longtemps. C'est-à-dire, j'ai connu en 72, j'ai dû me rendre compte de sa culture 20 ans après, par des biais.
Il prétendait un peu qu'il était cultivé au début des années 70, je me souviens. Il parlait de... Bon, il voyait beaucoup Malraux. Il adorait Malraux quand il était jeune ministre avec Malraux. Au gouvernement, il bouffait tout le temps avec lui. Il me racontait chez la Serre, mais sauf que les fins de déjeuner étaient toujours terribles parce que Malraux, il prenait une bouteille facile et puis voilà, c'était... Bon, après, ça pouvait dérailler un peu. Mais il avait une grande passion pour Malraux. Mais pas tellement l'écrivain, visiblement. J'avais fait des tests, j'ai vu qu'il n'avait pas lu, quoi. Enfin, pas lu, ou il s'en souvenait pas, ça l'intéressait pas. Par exemple, dans les années 70, il parle toujours de René Char. René Char, c'est intéressant, moi j'aime bien René Char, mais c'est un peu le poète qu'adorent les gens qui lisent jamais de livres. Vous voyez, c'est le truc, voilà, c'est comme un passe-partout, voilà, on dit René Char, ou on va dire Stendhal, par exemple. Et je sais pas, j'y croyais pas trop, où il citait d'un poète irlandais, je me souviens, Kenneth White, qui soi-disant qu'il adorait, ou qui voyait. Je sais pas, j'y croyais pas, moi, ça me paraissait un peu bidon, tout ça. Et puis, je me suis rendu compte de sa culture un peu par hasard, quoi. Alors ça, j'ai découvert quand les arts premiers, quoi. C'était vraiment une vraie passion. Et c'est pas juste les arts premiers, c'est la culture des civilisations. Et après, il voyait tout en civilisation, quoi. C'était alors un collab sur les Arabes, un collab sur la Chine, un collab sur l'Asie. Il avait une passion pour l'Asie. Il était quasiment japonais à une époque. Il passait sa vie au Japon. Bon, il y avait d'autres raisons aussi, mais il passait beaucoup de temps au Japon. Mais il était fasciné par la civilisation, par les Japonais, par les Chinois. Par les civilisations amérindiennes, il était incollable aussi. C'est des Mayas, aux Cheyennes, aux Sioux, tout ça. Enfin, non, c'était bizarrement un puits de culture. Mais mais il y a une phrase géniale de Raffarin qui résume très bien Chirac et Sarkozy aussi, parce qu'elle est vache cette phrase. Mais Mitterrand pensait en siècle, Chirac en millénaire. Et Sarkozy en seconde. Ah oui. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension-là extraordinaire chez Chirac, c'est qu'il est 3000 ans, 2000 ans avant Jésus-Christ. Mitterrand, et c'est la culture du 19e siècle, incroyable, parce qu'il vraiment, c'était un fin lettré, et puis du 20e siècle. Et puis, sur l'histoire, il remontait quand même un peu plus. Il avait une connaissance de l'histoire de France assez, peut-être même plus que Chirac. Mais enfin, c'est vrai que après, la civilisation chinoise ou japonaise, ça pour Mitterrand, c'était des trous noirs, quoi. Il connaissait pas, c'était pas son truc. Donc voilà, c'était deux personnages très différents, attachants l'un et l'autre, parce que, ouais, tu viens de dire sur Mitterrand, ce qu'on dit évidemment, manipulateur, machiavélique, etc. Bien entendu, en politique. L'homme privé était, il y avait beaucoup de fragilité, il était très sympathique. Oui, moi, j'aimais beaucoup l'homme privé. J'étais très fâché avec lui. On n'a pas accès. Oui, moi, j'étais très fâché avec lui pendant des périodes. Il était furax d'articles, de bouquins que je pouvais écrire, etc. Je savais toujours que je me réconcilierais avec lui d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, ça c'est toujours, voilà, parce qu'il y avait des hauts et des bas. Et comme il était très, c'est pour ce qui montre qu'il n'était pas si manipulateur que ça, il était très sensible, quoi. C'est-à-dire, quand on le blessait, il fallait du temps pour que ça cicatrise. Chirac était moins sensible. Chirac, on balançait des grosses vannes, il oubliait vite, quoi. Et Nicolas Sarkozy ? Est-ce que c'est les relations ont toujours été un peu compliquées parce que c'était compliqué déjà. Je sais pas, je peux pas vous dire, c'est toujours été assez compliqué. Tu as écrit sur lui, hein, aussi. Oui, j'ai écrit sur lui, mais c'était compliqué entre 93 et 95, puisque bon, je faisais partie des journalistes qui étaient pas très sympas pour Balladur, et c'est devenu de plus en plus compliqué, quoi. Et puis après, bon, il est devenu président, les relations au départ, ça allait, puis après c'est devenu. Bon, enfin, tout ça n'est pas très intéressant. Puis j'ai fait une biographie. Bon, j'ai fait ça. C'était une époque, c'était encore un divorce. J'ai besoin d'argent. J'ai un peu regretté de l'avoir faite parce que ça m'avait pas intéressé du tout. Mais bon, ça avait très bien marché en même temps parce que voilà, j'avais des histoires à raconter. J'avais travaillé. Non, mais j'avais travaillé aussi. Non. Les biographies, vous savez bien. Si vous travaillez pas, ça marche pas. Non, mais il est intéressant aussi. Ouais, mais pas du tout comme les deux autres. Il y a pas du tout la même dimension. Mitterrand et Chirac, on peut faire 1000 pages, ce que j'ai fait dans les deux cas. Chirac, j'ai coupé un peu d'ailleurs, mais le bouquin était encore plus gros au démarrage, quoi. Quand j'ai rendu à l'éditeur, je me suis dit, peut-être couper, enlever des trucs, c'est trop long. Quelqu'un a envie de lire ça. D'ailleurs, c'est un livre là qui est au long cours et qui se vend bien. Pourquoi ? Parce que la vie de Chirac, c'est du roman, comme la vie de Mitterrand. C'est deux romans, c'est incroyable. Mais Sarkozy, je suis désolé, c'est pas un roman. Comment tu arrives à écrire 1000 pages ? Tu notes au fur et à mesure ? Comment tu te documentes ? C'est tout le temps, c'est bosser. Moi, je bosse tout le temps. Je dors pas beaucoup, c'est ma chance. Ouais. J'espère que je vais pas claquer trop jeune parce que... Aujourd'hui, c'est plus facile avec Internet, mais l'époque,
Il fallait que tu gardes des piles et des piles de journaux. Ouais, c'est ce que j'ai pas de journaux, de cahiers. De tout, quoi. Ah oui, des cahiers. Je notais donc, tu tout. lis un journal. Des cahiers à tu- spirale. Non, D'accord. non. C'était pas les journaux, c'était les. Mais tout ce qui se Ce dit, qu'on me quoi. disait, voilà, ce que Voilà. j'entendais, et tout ça. J'ai toutes ces notes. J'ai gardé tout ça. Parce qu'on a quand même l'impression que tu es un journaliste qui a des trucs ou qui a des informations que les autres n'ont pas. Oui, mais ça fait partie de comment dire, de ma façon de travailler, ou de ma déontologie, j'ose même dire ça, parce que je suis un journaliste, comment on dit, connivant. Je dis ça un peu par provocation, Ouais. mais je considère que pour bien faire ce métier, en tout cas le journalisme politique, mais c'est vrai de tous les autres journalismes, il faut bien connaître ce dont quoi on parle. Oui, bien sûr. Et donc l'homme politique ou la femme politique, il faut la connaître de près pour en parler bien. Donc faut la voir. Alors après, j'ai pas passé des vacances avec eux, jamais. On a voulu faire croire que j'avais passé des vacances avec Chirac parce qu'il y a une photo de nous deux visiblement un peu, comment dire, un peu chargé ou un peu aviné, où on dort sur un hors-bord qui est en marche. Donc, vous voyez, pour être pour dormir au-dessus d'un moteur qui marche, à mon avis, il faut quand même dans un état assez avancé. Mais je me souviens très bien, on était allé à déjeuner à Porquerolles et on rentrait, et voilà, et c'est sa fille qui m'avait pris on nous avait pris en photo et puis qui m'a filé la photo. Mais bon, comment dire, on n'a pas passé les vacances ensemble. Mais il y a une proximité, et je dirais, il y avait une proximité avec les deux. Et ça, je le revendique Et tout vous à vous tutoyez fait, parce que je les connais. Non, les par deux, contre, je vous voyais les deux. Tu avais accès à. Tu l'appelles quand tu veux sur son portable Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, quand ils arrivent, deviennent présidents, puis même avant, il y a une sorte de respect, mais je les voyais. D'accord. J'avais mes petites méthodes pour les voir. Souvent, c'est bien d'aller voir en province, de faire l'effort. Donc, ça met une journée, c'est chiant, mais l'aller-retour, tout ça. Mais je faisais ça, puis j'adore la province. Donc, je me retrouvais à Nevers avec Mitterrand, puis lui, ça l'amusait de me voir. Et puis, Chirac, je pouvais aller le voir en Corrèze, où je savais que le dimanche, il était facilement accessible, parce qu'il travaillait, mais il était en chaussons, comment dire. Et quoi, il tu sonnes chez lui Non, j'ai des rendez-vous, je prenais des rendez-vous, quoi. D'accord. Et je les voyais souvent. On fait pas ce boulot si on connaît pas les gens. Et je veux dire, le nouveau journalisme qui consiste à ne pas les voir, parce que ça risquerait de vous influencer, je pense qu'il faut changer de métier. Je leur dis aux jeunes confrères qui disent « Ah non, mais je peux pas. Ah, je préfère faire le portrait sans le voir. » Mais c'est quoi cette connerie ? Non, si tu peux pas voir, évidemment. JD Salinger, par exemple, qui veut voir personne, enfin qui est mort maintenant, mais ce grand écrivain américain, tu fais un portrait en creux, voilà, tu vois les gens autour, en quête de voisinage, etc. D'accord, je comprends très bien. Mais si c'est des gens accessibles, comme l'était Mitterrand ou Chirac, il faut les voir, il faut être avec eux, il faut comprendre. Moi, je crois les avoir bien compris. J'aurais jamais pu écrire tout ça, 1000 pages, qui sont quand même, à mon avis, relativement justes, autant que puisse l'être une biographie. Franchement, j'aurais jamais fait ça si j'avais pas connu de près, si j'avais pas partagé une forme d'intimité. Après, j'ai toujours été tellement libre parce que je suis assez sûr de moi. Après, souvent, quand le livre sortait, après, ils m'en voulaient. Évidemment, après, c'est pas grave, on se rabibochait, voilà. Mais oui, parce que c'était furieux, évidemment. Puis, je publiais dans les journaux où je travaillais des informations sur eux aussi, qui faisait que, voilà, il vous parlait pas pendant 15 jours, ou je sais pas quoi, il voulait plus vous voir, ou il vous voyait, vous disiez pas bonjour, ce qui arrivait souvent avec Mitterrand, qui était, je le répète, le plus sensible des deux. Chirac, il rigolait un peu, c'est-à-dire, il était furax, il piquait des colères derrière mon dos, et, je peux pas dire qu'il m'ait jamais engueulé, quoi. Alors, je savais les erreurs qu'il pouvait dire, mais après, il m'engueulait pas. Mitterrand, il m'engueulait. Est-ce que tu confirmes aussi que Sarkozy, il y avait une relation avec les journalistes plus compliquée ? Sarkozy, il a un truc qu'il a pas compris, c'est quand t'es président de la République, t'es pas patron des journaux. Et ça, c'est, voilà. Donc, le jour où il est devenu président de la République, il croyait qu'il était patron et que j'étais son patron et que je venais prendre les ordres. Bon, ça n'a pas marché, évidemment. Ça, c'était le premier mois. Le premier mois, les relations étaient épouvantables parce que je faisais pas ce qu'il disait. Mais je veux dire, quand on est patron de journal, on est à charge d'âme, on essaie de faire marcher le journal, on n'est pas à la botte du président de la République. Donc, voilà, il a cru qu'il avait ce pouvoir sur tout le monde, comme ça, du jour au lendemain. Il n'y a pas qu'avec moi. Il a viré des journalistes importants, il a fait virer des gens, il a essayé de changer des gens de place, il a pu le faire. Bon, il a cru qu'il était le patron des médias. Bon, c'est ridicule. Ça, les autres n'étaient pas comme ça, ni Chirac, ni Mitterrand. Et François Hollande ? C'était pas pareil, parce que François Hollande... dessus, non Non, mais je trouvais intéressant, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, et qui a raté son coup, parce que... il déteste ça, il se met en colère quand on le dit, mais je crois qu'il y avait un côté gentil, quoi. Et les frondeurs... Il a vu tout de suite que c'était son énorme problème, que Martine Aubry, qui était la première secrétaire, qu'il avait battue, mais qui était quand même la première secrétaire du PS, lui a bien pourri son Assemblée nationale, en mettant le maximum de dingue, en faisant un accord avec les Verts pour mettre des tas de gens tordus, etc. Tout ça fait qu'il n'y a pas de majorité.
pour sa politique. Et il est élu, et il le dit pas, évidemment, il va pas le dire pendant la campagne, sinon il n'aurait pas été élu. Et ça a pesé sur le mandat. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Je pense qu'il aurait dû créer l'affrontement tout de suite. Alors peut-être qu'il aurait perdu les législatives qui suivaient, mais je pense que quand même, dans ce quinquennat où il a fait des choses, parce que c'est quelqu'un de très intelligent et qui avait des convictions fortes sur un certain nombre de sujets, même s'il avançait toujours masqué, je pense que il aurait gagné, en fait, même si c'est la droite qui était passée après, ça aurait été, enfin, il aurait dû faire une épreuve de force. Ces gens-là étaient ses ennemis. C'était des gens sans foi ni loi, d'ailleurs. C'était une espèce de groupe qu'il fallait exploser. Il y avait des gens dedans, des maboules idéologiques, un nombre de dinosaures, enfin, qui étaient parfois jeunes, d'ailleurs, mais qui tenaient des propos insensés. Puis il y avait toute une série d'arrivistes qui sont d'ailleurs devenus macroniens, là, après, comme Richard Ferrand, Olivier Dussopt, qui est un secrétaire d'État aujourd'hui. Bon. Mais je remarque une chose, c'est que tous ont été battus pratiquement en législatif, sauf un. C'est-à-dire, c'est quand même... je pense que ça a été, ça a été le martyr de ça, et j'ai jamais compris qu'il se laisse faire. Et en fait, il fallait pas négocier, il fallait pas... et il fallait tout de suite jouer l'affrontement. Et il aurait été tranquille après. Il n'a pas voulu, et je pense que c'est ça qu'il a payé. Pourtant, on l'a jugé aussi manipulateur. Ah ben il est très manipulateur. Sournois, bien oui. sûr, il était comme ça, bien sûr. C'est quelqu'un qui, puis la haine que lui vouait Mélenchon, c'est parce que Mélenchon est tombé dans tous ses panneaux, quoi. Il a réussi à le faire partir. Et tu penses un jour écrire une bio? Non, mais je trouve que c'est quelqu'un Non, parce que je suis passé là-dedans, moi je fais des romans, et peut-être je vais le traiter dans un livre que je vais écrire, là, où il sera dedans. Mais je suis pas du tout dans la perspective de faire une bio, non. Non, j'ai fini avec ça, moi, les livres politiques, j'ai dit que c'est fini. J'ai juste remarqué quelque chose aussi. Moi, c'est les romans. On en parle juste après. Ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est pas pour ça. C'est juste que y a que ça que j'ai dans la tête, et j'adore écrire des romans. Je remarque quand même que tu as écrit beaucoup sur les hommes. Est-ce que la politique, selon toi, c'est un peu une affaire d'homme ou Non, parce que maintenant, ça devient de plus en plus une affaire de femmes aussi. Et ouais. ça, j'adore ça, parce que moi, j'ai toujours adoré travailler avec les femmes. Et je suis devenu copain avec des tas de femmes politiques. J'étais très copain avec Simone Veil, par exemple. Je voyais tout le temps. Elle me téléphonait. Enfin, on est... Non, je pense que ce qui est important dans la politique, c'est ça qui m'intéresse. Et dès que j'en vois pas, ça m'intéresse plus. C'est le roman. Et le côté formidablement romanesque de Chirac comme de Mitterrand, c'est ça qui me plaisait. C'était et d'ailleurs Pompidou, s'il avait été, si ça avait marché, enfin c'est-à-dire s'il avait été en bonne santé après son élection en 1969, je pense que ça aurait été passionnant. Giscard, c'est un peu différent. Giscard, c'est une sorte d'incompréhension générale avec les Français, mais c'est une personne intéressante. Je trouve moi, ces personnages sont toujours intéressants, mais il y en a qui sont plus que d'autres. Et c'est vrai que les personnalités et de Mitterrand et de Chirac m'ont subjugué. Je peux dire, oui, comme je dis toujours d'ailleurs, qui aime bien châtie bien, je les ai châtiés aussi. Mais on peut pas faire ça sans les aimer. C'est-à-dire, j'étais aussi emporté par, une forme de passion. Parce que il y avait la vitalité de l'un et l'espèce d'œil de lynx de l'autre, quoi, enfin, ou de laser. Voilà, il y avait un côté laser chez Mitterrand. Il allait tout de suite droit, il comprenait qui on était. On rentrait dans son bureau, il savait qui on était, quoi. Et puis, c'est vrai manipulateur dans le sens que il m'a raconté un jour que comment il fallait faire avec les journalistes, c'était ça, c'est affreux d'ailleurs. Puis il citait des noms, il citait des confrères, des gens que je connaissais bien. Ah oui, mais ceux-là, maintenant, je les ai dans la poche parce que j'ai compris, je les fais venir et je laisse parler, je les interroge sur eux, ils sortent du bureau, ils sont complètement mitterrandisés parce que au bout d'une heure, voilà, j'aurais donné aucune info, mais je les ai fait parler que d'eux. Et il était comme ça, Mitterrand. Et je pense à autre chose, bien entendu, pendant qu'il parle, parce que Mitterrand a une capacité de rêvasser assez considérable. D'accord. Contrairement à Chirac, lui est quelqu'un qui ne rêvassait pas. Les deux derniers, Macron et Hollande, ils sont trop jeunes. On parle de, tu parles des trois, Chirac, Mitterrand. Non, mais ça absolument, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que ils peuvent être intéressants. C'est très simple. C'est une énorme différence, c'est la guerre. Énorme différence, c'est la guerre. Chez Mitterrand, c'est très important. La guerre, les stalags, ça vous forme son homme. Et puis bon, la période des années 30, l'extrême droite, il a flirté avec l'extrême droite. Après, voilà, les allées venues. Non, Mitterrand, c'est passionnant. La résistance, c'est passionnant. Mitterrand est un vrai résistant quand ce que tout le monde raconte. Moi, je les ai vus, tous ces gens-là, les Henri Freinet, ils en parlaient. Mitterrand c'est pas vrai. Mitterrand n'était pas un collabo, même s'il a pu avoir des petits moments où ça vacillait un peu quand il rentrait des camps, mais même quand il était dans les camps, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, il voulait.
comment dire, et puis il y avait un courage physique, les gens m'en ont parlé, les Philippe de Chartres et tout, qui étaient des adversaires pas politiques ou comment dire, des alliés, même de circonstances, ils en parlaient. Et puis il est dans les mémoires de guerre du général de Gaulle, il fait partie du premier gouvernement provisoire. Pourquoi? Pourtant il s'est opposé au général de Gaulle, parce que voilà, c'est un résistant, il représente quelque chose. Donc il y a une espèce de réécriture après. Donc ça crée un homme, puis un type qui après vit toute la 4ème République avec réussit à tenir dans une espèce de marigot. De Gaulle arrive en 58, heureusement pour la France, malheureusement pour lui. Donc évidemment il est dans l'opposition parce que il se dit ma carrière est finie, mais bon il va essayer quand même de revenir. Et puis de l'autre côté Chirac, c'est de Gaulle. Attendez, Chirac c'est de la folie quand on regarde bien. Le type. Il est envoyé dans une circonscription pourrie en 1967. À la surprise générale, il gagne. Tous les autres sont battus. Alors certains avaient des bonnes circonscriptions. Tous les autres sont battus. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, de Gaulle? Il voit les résultats en 1967. Tiens, le petit, là, j'aimerais bien le voir. Puis il va en faire un secrétaire d'État. Ça tombe bien, c'est le chouchou de Pompidou, mais c'est quand même de Gaulle qui a voulu le rencontrer et qui l'a interrogé pendant 1 heure. Et Chirac, il m'a raconté, j'adore ça, c'est qu'il avait aussi comment travailler le général de Gaulle. De Gaulle avait des fiches, bien entendu, qu'il n'avait pas lu devant lui, donc il avait lu avant. Ah ouais. Il lui posait des questions sur ses enfants dont il connaissait les noms, les 2 filles. Enfin, c'était incroyable, quoi. De Gaulle était un type. Et après, Chirac était pareil, quoi. Il faisait pareil, quoi. Après ça, du général de Gaulle. Et posant beaucoup de questions, s'intéressant beaucoup. Et donc, voilà. Donc, il y a un côté, enfant de Pompidou, ça c'est sûr. Enfant de général. Et puis, alors, extraordinaire, parce que quand il arrive là-dedans, dans notre monde, là, quand il arrive, monte à Paris. Enfin, il est à Paris, mais enfin, il monte à Paris à un moment donné, parce qu'il a passé quand même une partie de son enfance au Railleul sur la Côte d'Azur, pendant la guerre. Et il veut pas être président de la République. Il pense pas une seconde. Voilà, il fait l'ENA, il sait pas pourquoi, parce qu'il avance, quoi. Il marche, il sait pas. Donc ça, c'est passionnant aussi. Il va devenir président de la République par hasard, parce qu'un jour, Pompidou lui dit, j'aimerais que vous présentiez, j'ai une circonscription pour vous à Paris. Et Chirac répond, Paris, jamais. Bon, après, il a changé de discours, mais Paris, jamais, non, la Corrèze. Mais non, mais en Corrèze, vous pouvez pas, il n'y a pas de circonscription. Non, je vais essayer là. Et voilà, il va dans cette haute Corrèze qu'il connaît par cœur, où il a plein de copains. Et voilà, et il est élu à la surprise. C'est une histoire incroyable. Il y a enfin voilà, donc ce sont des. Ouais, je dis pas qu'on se prend pour Dumas, Dickens ou Hugo quand on écrit sur eux. Faut pas trop en rajouter. Mais c'est quand même des personnages. Enfin, comment dire, on ne s'ennuie pas. Et j'espère avoir fait des livres qui n'étaient pas ennuyeux avec eux. D'ailleurs, je pense que c'est difficile de faire des livres ennuyeux sur eux, même si j'ai pu en lire dans le passé. Mais ils sont pas ennuyeux parce qu'il y a le côté menteur chez les deux, prêt à tout, en même temps très sentimental. Mitterrand, comme Chirac d'ailleurs. Voilà, et puis qui sont généreux en même temps. Les deux sont généreux parce que Mitterrand, il a créé un nombre de gens incroyable. C'est une pépinière, les mitterrandistes. Il y en a encore aujourd'hui. Hein, le temps les a même pas effacés. Ils sont toujours là. Vous regardez au Parti Socialiste. L'homme Jean, il a littéralement inventé. Et Chirac, c'est pareil. De tous les côtés, ils sont là. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Enfin, la liste est incroyable. On peut pas dire autant de Sarkozy, par exemple. Donc, il y avait une forme de générosité. Il lançait des gens. Parfois, les gens essayaient de lui faire la peau après, comme Sarkozy ou Balladur. Mais il lui devait tout, d'une certaine manière. Et voilà. L'écriture, métier d'écrivain. Tu as écrit 17 romans depuis 1982, 13 essais. On l'a vu donc sur Chirac, Mitterrand, Sarkozy. La cause animale, Dieu ou l'amour, d'ailleurs. On a l'impression que tu passes d'un genre à l'autre avec une facilité déconcertante. Ouais, parce qu'il n'y a pas de genre, moi, je crois. Moi, j'adore écrire. C'est pareil. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, on a vu que tu préférais le roman. Tu préfères le roman? Ah, bien sûr. Pour moi, c'est le genre supérieur. J'adore les romans. Après, c'est vrai que dans ces livres, par exemple... Tu peux écrire les deux en même temps? La dernière fois, j'ai rencontré Dieu. L'américain aussi. Ce sont des livres très personnels. J'ai pas vraiment écrit pour le lecteur. J'ai écrit pour les autres, pour des proches. L'américain, c'était un peu pour mes enfants. Voilà, vous me faites des reproches. Regardez qui était mon père. Mon père, je l'aime. Et pourtant, mon père, il battait ma mère. Pourtant, mon père était très violent. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait eu le débarquement à Omaha Beach. Tout le monde était mort dans sa section. Enfin, la culpabilité du survivant. Mon père ne s'aimait pas, etc. Mais bon, en même temps, on n'a pas d'excuse quand on bat sa femme. Et ils sont restés ensemble, ma mère et mon père. Et puis, ma mère m'a toujours supplié de me réconcilier avec lui dans les dernières années. J'ai jamais voulu. Puis, je pensais toujours que je le ferais plus tard. Mais mon père est mort trop tôt parce qu'il est mort, voilà, crise cardiaque, infarctus. Il a disparu très vite à 58 ans. Et c'est tombé comme ça, quoi. Donc, comment dire,
Mais tu as un besoin d'écrire, tu as quelque chose, tu as... Non, il y a des livres qu'on écrit pour quelques personnes. La dernière fois que j'ai rencontré Dieu, je l'ai écrit parce que je suis entouré par les athées, par les agnostiques, et mes enfants d'ailleurs sont soit l'un et plutôt athées d'ailleurs, mais pas tous. Et comment dire, et même des amis proches, et je comprends pas. Donc voilà. Donc ça me dérange. Donc je dis voilà. Tu es croyant? Regardez. Oui, je suis croyant, bien sûr. Et donc j'ai écrit ça. Bon, croyant un peu particulier. J'aurais sûrement été brûlé au Moyen Âge, mais je suis croyant. En mélangeant un peu toutes les religions. Enfin, je fais ma petite soupe personnelle. Mais je suis. Et ça, j'ai envie de le dire. Après, c'est tout à fait différent des romans, parce que les romans, j'écris pour les lecteurs, pour la masse. Et ça, j'adore ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on découvre. C'est pour ça que je suis, par exemple, au jury Renaudot, et je fais ça très sérieusement. Parce que quand on a des prix, ce que j'ai eu, moi j'ai eu le prix, le Grand Prix de l'Académie française, et puis ensuite le prix Interallié, on crée ce qu'on appelle le cercle des lecteurs, et on devient insubmersible. C'est-à-dire, si on ne trahit pas les lecteurs, ils vous suivent. Et des années après, j'ose même pas dire, parce que j'ai déjà tellement d'ennemis dans le milieu des gens de lettres, mais les premiers tirages sont incroyablement conséquent. C'est-à-dire, il y a des gens qui attendent. Donc là, après, on peut vous faire la gueule. On peut décider que vous n'existez pas, comme toute cette série de journaux en France qui parlent jamais de... Mais jamais, il n'y a jamais une ligne, je n'existe pas. Je ne parle pas de toutes les émissions qui vous barrent, etc. Parce qu'il y en a. Heureusement qu'il y en a quelques-unes comme ça qui restent fidèles où je peux aller. Mais bon, il y a un côté un peu barré de partout. Eh ben, je tiens. Les lecteurs sont toujours là. Et ça, c'est les prix littéraires. Enfin, les 2 prix que j'ai eus en 1992, c'était l'Affreux. Et en 1995, c'était La Souille. La Souille qui a failli avoir le Goncourt. Donc, mais non, c'était parti, là. Ça y est, j'avais mes 2 livres qui ont fait des gros succès. Et après, j'avais ma base. Et donc, cette base, on pense à elle quand on écrit. Moi, je ne me cache pas, j'écris pour le lecteur. Oui, mais c'est quoi pourquoi on écrit pour le lecteur? Évidemment. Qu'est-ce que c'est l'écriture d'un roman, par exemple? Bon, j'ai dit tout le plaisir que j'avais pris à écrire certains essais. Mais ça n'a rien à voir avec le grand plaisir et la jouissance que j'ai quand j'écris un roman. Un roman, c'est un genre supérieur, disait très justement Michel Déon, très bon romancier. Il faut lire Les Poneys Sauvages. C'est quoi un roman? C'est un genre qui mélange tous les genres. C'est-à-dire, on peut faire de la poésie, on peut faire de la documentation, on peut faire de l'histoire, on peut faire de la philo, on peut faire du journalisme, on peut raconter tout ça, on mélange tout ça. Tout ça, ça fait un roman. Et des personnages, on peut faire du théâtre même dedans, on a le droit de tout faire dedans. Mais tu commences comment? Par l'idée, le personnage? Oui, alors moi, c'est très simple, j'ai une façon de travailler, mais ce que je veux dire, c'est un genre, donc évidemment, on s'amuse énormément. Et moi, j'ai une façon de travailler que m'a enseigné mon maître Julien Green, parce que c'est quand même lui qui m'a appris tout, d'une certaine manière. Quand j'ai publié mon premier livre, on se connaissait déjà, il m'a invité à déjeuner, puis il s'est foutu de ma gueule sur le roman, en disant, voilà, mais c'est quoi? Alors, je pensais que j'avais fait des fiches, tout ça, des dossiers, tout ça, bien entendu, et c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Il faut travailler bien le personnage, vivre avec, puis un jour, c'est lui qui va raconter l'histoire. Et depuis, c'est ce que je fais. Et je prends un plaisir, évidemment, dingue à écrire. Parce que c'est un personnage, voilà, il arrive au départ. Par exemple, je sais pas, mais le schmock. Que ce soit... Oui, le schmock. Alors, c'est compliqué, il faut trouver le personnage. Par exemple, quand c'est le schmock, on va rappeler ce que c'est le schmock. Le schmock, c'est sur l'histoire de 2 familles. Oui, c'est la montée du nazisme, voilà. Dans les années 20 et 30. Et puis je remonte même un petit peu plus haut, et c'est la montée du nazisme en Allemagne. Voilà, et tu poses 2 questions, en fait. Tu dis pourquoi les Juifs n'ont pas fui, et pourquoi on a laissé faire l'Allemagne. Voilà. Vas-y, continue alors, le schmock. Comment ça se fait? Bon, le schmock, je pars de ça. Ça me passionne. Pendant 10 ans, j'étudie tout sur le nazisme, la montée du nazisme, pourquoi, comment, etc. J'ai une bibliothèque dingue de tout. Je lis, j'annote, je mets des post-it partout. Sans avoir une idée de bouquin pour le moment. C'est juste une Non, passion. je sais que je vais faire un roman, mais je ne sais pas quoi. D'accord. Okay. Et puis, à un moment donné, ça mûrit, il faut que je commence à le faire. Je ne trouve pas l'idée. Et puis, en fait, un jour, je vois dans la presse, ça va être en 2016, l'homme le plus violent du monde est un ancien d'Auschwitz. Ah, tiens, je me renseigne, il s'appelle Israël Cristal, je crois. Christol. Il vit en Israël. Et effectivement, c'est un rescapé d'Auschwitz. Ça y est, j'ai trouvé le truc, j'ai trouvé le personnage. Alors moi, il faut bien voir que dans mon histoire personnelle, je suis ami depuis très longtemps avec Elie Wiesel. Je ne suis pas juif, mais bon, il prétend toujours que je devrais me convertir. Mais c'est vrai qu'on a une espèce de relation très...
Pas filial, parce que comme il l'a raconté un jour, il me l'a dit un jour, je suis plutôt ton grand frère, parce qu'il n'y a que 20 ans d'écart entre nous, mais on était très proches. D'ailleurs, j'ai dédié un de mes livres qui s'appelle La cuisinière d'Himmler à EW, c'est-à-dire à Elie Wiesel, et qui est d'ailleurs dans le roman, pour qu'on comprenne bien, à un moment donné, il est là avec sa femme Marion dans le roman, qui l'avait fait beaucoup rigoler. Et Elie avait beaucoup d'amis des camps, et je voyais toujours la même chose. Ces gens-là, il y avait une espèce de rage de vivre, de volonté de vivre complètement dingue. Et évidemment, je voyais tout le parti que je pouvais tirer de ce personnage. Alors, attention. Évidemment, quand je vois l'existence de l'homme le plus vieux du monde, qui est israélien, je ne veux pas reprendre ce nom. C'est comme ça que ça commence. Non, mais je vois le personnage déjà. Je vois le personnage. Alors après, c'est un lecteur, parce que j'adore les lecteurs pour ça, parce que c'est un bonheur quand on écrit, c'est que le lecteur, il vous parle, quoi. On peut le rencontrer dans des salons du livre, on le rencontre, parfois il vous écrit, mais aussi, parfois il vous accroche dans la rue. Il y en a un comme ça qui m'accroche dans la rue, qui me dit « Ah, mais c'est marrant, Elie, c'est à Paris, je me souviens. » Il me dit, mais votre Elie Weinberger, vous avez remarqué que c'est Elie Wiesel, ça fait Elie W. Je m'en étais même pas rendu compte. Donc, oui, c'est drôle. Mais c'était l'inconscient qui a parlé. Et c'est quoi ce personnage, en fait ? Eh ben, c'est lui qui va rentrer dans ma tête et qui, à un moment donné, va raconter l'histoire. Et l'histoire, c'est lui qui me raconte. Alors, évidemment, c'est un livre où il y a plusieurs personnages et tout, mais le type, ça vient de lui. C'est une sorte de transe, comment tu fais comme les... Oui, voilà, c'est une transe absolue. C'est-à-dire, quand j'écris, je suis en transe. Oui, est-ce que c'est de l'écriture automatique ? Je sais pas, mais j'écris sous la dictée, je vois. Genre, j'ai utilisé ça, je suis très sincère là-dessus dans un livre, La Belle d'amour, qui se passe au Moyen-Âge, ça se passe pendant les croisades, etc. Bon, c'est un livre un peu sulfureux, qui a eu son petit succès d'ailleurs. Mais ce livre-là, je raconte même le rapport que je peux avoir, moi, à travers un personnage qui n'est pas moi, qui s'appelle Olivier, mais qui n'est pas moi, qui est une sorte d'historien, mais bon, bref. Et le rapport qu'il a avec l'héroïne du livre, qui s'appelle... non, mais ça, c'est ça qui s'appelle Tiffany, hein, qui est l'héroïne de Belle d'amour, en fait, c'est ce personnage de Tiffany. Et il en parle comme si elle existait. Et les personnages qu'on a créés, mais ils finissent par exister. D'ailleurs... C'est une histoire qui m'a toujours fait me marrer, c'est de Jean-Claude Fasquelle, qui était l'éditeur de Grasset, qui était mon éditeur. Je me souviens de L'Affreuse, donc on est il y a très longtemps, en 1992. On déjeune ensemble, il dit « Écoute, ton bouquin, ça va ?» C'est un éditeur formidable, il lisait tout comme ça. Il me dit « Ça va, ton bouquin, vachement bien. J'enlèverai ça, ce chapitre-là, tu devrais te changer de place et tout, là. Et puis, simplement, là, tu devrais changer le prénom du personnage. Aristide, c'est ridicule. » Et je lui réponds, sans plaisanter, mais ça m'est resté, parce que évidemment, je me suis rendu compte à quel point c'était ridicule après. Mais attends, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est-à-dire, en fait, les personnages sont vivants. Et donc, on ne peut plus changer les prénoms, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est venu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me gratte pas pendant des heures pour dire comment je vais appeler mon personnage. Est-ce que c'est mieux de l'appeler comme ça ou comme ça ? Même pour nous, je me mets là à taper, et c'est Elie qui sort. Elie Weinberger. Ah, pourquoi ? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Pourquoi il s'appelle Weinberger ? Je ne sais pas. Mais d'abord, il y a un W aussi, c'est quand même bizarre. Je ne sais pas. Et c'est tout comme ça. C'est-à-dire, tout est comme ça. Mais même pour nous lecteurs, quand on termine un livre qu'on a adoré, on est triste, on est malheureux, on est presque orphelin à un moment de se dire tiens, ils sont partis. Oui, c'est vrai. Bah, moi aussi, quand je finis un livre, je finis. Ouais. Là, en ce moment, j'ai un baby blues, c'est sûr. Il est fini, le livre, il est parti, il n'est plus à moi. Quand on l'aime plus d'ailleurs, on l'aime moins. Et quand tu vois on l'aime plus quand il est fini le livre. On l'aime que quand on l'écrit, après c'est fini. Eh oui, c'est vrai. J'ai une formule un peu horrible, j'écris des chefs-d'œuvre et je publie des bouses. C'est-à-dire que dès que le livre est publié, je l'aime plus. Après, je suis souvent. Non, mais comme toujours, c'est comme les peintres sont pareils. Tu es obligé de faire la promotion quand même. Oui, bien sûr, ça on l'a fait, mais c'est le boulot. Mais c'est comme les peintres. Les peintres, ils aiment jamais la toile qu'ils viennent de faire. Ils aiment celle qu'ils sont en train de faire. Mais ça, j'ai remarqué ça. Alors, ça m'a toujours amusé de voir. Ils sont toujours en train de peindre des chefs-d'œuvre. Et la toile d'avant, c'est mon grand-père, il l'est jeté ou il est brûlé. Voilà, il était toujours, mais en adoration devant la toile qu'il était en train de faire. Moi, quand j'étais petit, je faisais des maquettes d'avions. J'adorais ça. Ce qui est intéressant, c'est de faire la maquette. Une fois qu'elle est faite, tu peux la jeter. On s'en fout, voilà. On s'en fout, bon, après, on veut que ça marche quand même parce que c'est votre. Bien sûr. Et quand tu as le personnage qui arrive, tu en parles à ta femme, tu en parles à des proches, à quelqu'un ? Personne, non, ça je peux pas, j'ai du mal. Non, après, c'est très important. Moi, j'ai besoin d'avoir des éditeurs en qui j'ai confiance. Hein. Il y a eu des tas de gens qui ont traversé ma vie qui sont des éditeurs. Je parlais tout à l'heure. Je peux pas écrire sans éditeur. C'est une personne en qui j'ai une confiance totale. Donc, tu as zéro commande ? Ah non, c'est moi qui décide. J'ai pas d'avance. Je refuse les avances, ce qui me rend libre. Je peux toujours retirer le bouquin au dernier moment. Et simplement, j'ai besoin d'un regard.
de quelqu'un que j'aime et qui m'aime et en qui j'ai une confiance totale. Je parlais de Jean-Claude Fasquelle, le patron mythique des éditions Grasset pendant des années. J'adorais Jean-Claude Fasquelle. Et une confiance totale. Teresa Crémisi, qui était longtemps la patronne de Gallimard, avec Antoine Gallimard, bien sûr, et puis qui a aussi été la patronne de Flammarion. Je l'adore, quoi. J'ai une confiance totale, absolue. Voilà, elle peut même me dire publie pas ce livre, je publie pas. Vous voyez, j'ai comme ça un gros livre que j'ai jamais publié parce qu'elle m'a dit oh là là, on refait ça, c'est pas bien. Bon, très bien, allez hop, c'est dans une sac poubelle quelque part, je sais pas où, et voilà, c'est passé, je suis passé à autre chose, quoi. Je pense pas que je le referai jamais. J'espère que mes enfants vont pas le découvrir, le publier parce que je pense qu'il est pas bien. Parce que j'ai confiance absolue, quoi, aveugle. Et ça, j'aime bien. Et aussi, quelqu'un comme Richard Millet aussi, qui est un romancier, mais aussi un éditeur absolument formidable, qui trouve quand c'est long, enfin, toutes ces choses. J'ai besoin d'avis, j'ai besoin comment dire. Et puis surtout, je suis obsédé par les coupes. Parce que je vois, moi, quand je lis, parce que je suis un gros lecteur, tout est long pour moi. Tout est long. Tout est trop long. Et on devrait écrire de plus en plus court. Tu es impatient comme caractère? Non, c'est pas ça. Je trouve, on me fait perdre mon temps. Donc, coupez, les gars, coupez. Et moi, je coupe. C'est-à-dire, je suis pas content quand on relit mon livre et qu'on me dit pas, ça, tu devrais enlever ça, ça, tu devrais enlever ça. Et j'écoute souvent. Ouais. Alors là, par exemple, le schmock, le point de départ, ça arrive chez Gallimard. Et ce livre, j'ai un peu massacré, mais c'est de ma faute parce qu'il est sorti trop tard et c'est absolument de ma faute. C'est pas la faute des éditions Gallimard. Mais il est sorti fin mai, début juin. Voilà, et, des ponts tout le temps. C'était pourri, quoi. Ça pouvait pas le faire. Mais ça a quand même bien marché parce que justement, de toute façon, j'ai le stock. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, ils sont là, les lecteurs, ils attendent, etc. Mais pourquoi j'ai donné tard chez Gallimard? Pourquoi il était publié tard? Parce que j'ai donné tard. Et pourquoi? Parce que il était publiable dès janvier. Et en janvier, j'ai une espèce de doute. Et je me dis, ce truc est trop long. Il faut que j'enlève. J'ai enlevé 100 000 signes sur 500 000, donc il fait 400 000. Alors, moi, je t'ai dit, je lis sur liseuse, donc je sais pas combien ça fait parce que c'est pas vraiment le même truc. Ça dépend du. Non, bien sûr. Tu écris tous les jours, tu as une routine? J'écris tout le temps. Non, j'écris tout le temps. Je me réveille souvent très tôt quand j'écris. J'ai lu même que tu dormais des fois 2 heures par nuit. Oui, ça arrive, ça, assez souvent. Mais 3 nuits de suite, on fait attention parce qu'on devient dingue. Ça va, on parle très vite, on est toujours énervé partout. Sur ordinateur, à la main? Sur ordinateur. J'écris longtemps à la main. J'ai fait une tentative d'ordinateur en 2000 qui a été une foirade totale. Le bouquin était justement, c'est celui dont je parlais et que j'ai pas publié parce que ça partait dans tous les sens. Je profitais de l'ordinateur, c'est-à-dire voilà. Donc c'était un livre, il y avait beaucoup trop de personnages, ça partait. C'était vraiment très long, mais il y a peut-être quelque chose à en faire. Mais bon, il faut le purifier. Après, je me suis mis à la main longtemps et puis je suis passé à l'ordinateur déjà il y a plusieurs années. Et voilà, maintenant j'ai la maîtrise de l'ordinateur, c'est-à-dire il faut pas j'essaie de me brider quand même dans mon imagination. Mon truc, c'est moi j'écris avec plaisir. Je suis pas le type qui va vous dire l'angoisse de la feuille blanche et toutes ces conneries. Enfin, je comprends pas les pauvres qui écrivent des livres si c'est les ennuis à ce point, quoi. Moi, j'écris dans le bonheur, dans la joie. Parfois, je ris tout seul, d'ailleurs. Parce que souvent mon bouquin il y a de l'humour et quand il y a des scènes drôles, je ris, quoi, c'est tout, ça me fait rire. Moi ça me semble vraiment très compliqué pour moi parce qu'à un moment il faut de l'imagination déjà, et puis tu parlais des personnages, à un moment il faut créer toute la famille, il faut créer tout le climat et mais c'est facile quand on a un personnage. Non, le personnage après on voit tout à travers ses yeux. Mais après tu observes, tu peux voir des gens dans la rue, bien sûr, mais bien sûr, mais surtout c'est le personnage qui voit tout. Moi j'écris sous la dictée. Et c'est lui qui va dire, voilà, il fait ceci, cela, je peins des paysages, c'est lui qui les voit, c'est pas moi. Évidemment, il n'existe pas, mais je m'en fous. C'est la schizophrénie, c'est une forme de folie. J'écris, oui, je suis grisé quand j'écris. Et je suis toujours de très bonne humeur quand j'écris. Il paraît qu'il y en a, ça les rend de mauvaise humeur, ça je comprends pas très bien, au contraire. Je vis à travers eux. Je voyage. Et en même temps, je les suis, quoi, c'est pas moi qui décide. Et, par exemple, quand j'écris un livre qui s'appelle L'arracheuse de dents. Donc c'est un livre qui commence, on va vivre la Révolution française et puis l'extermination des Indiens aux États-Unis. Bon. Et ce livre-là, par exemple, moi, je voulais faire un livre sur les Indiens. Ça m'a toujours fasciné, c'est peut-être mes origines américaines, mais enfin sûrement, mais pas seulement. Enfin, ce peuple me fascine. Bon, ces peuples, parce qu'il y a quand même différents peuples. Ça commence avec l'histoire de Little Bighorn, c'est-à-dire comment les Sioux et les Cheyennes, mais enfin surtout les Sioux, ont fait sa peau au général Custer. Bon. Et il y a un personnage là-dedans qui est l'héroïne Lucille Bradsock. Bon.
je vois, je raconte les scènes, je vis là-dedans. C'est des régions que je connais, parce que dans mes romans, c'est toujours des lieux que je connais. Des lieux ou des périodes historiques que je connais. Pas toujours, parce que parfois, je suis un peu perdu. Souvent avec un support historique, quand même. Souvent, pas toujours, mais souvent. Et là, je me retrouve donc à Little Bighorn, et l'histoire se termine, Custer meurt, et c'est l'héroïne, Lucille Bradsock, la dentiste, l'arracheuse de dents, qui va le tuer. Et brusquement, chapitre suivant, on se retrouve pendant la Révolution française. Mais c'était pas prévu, ça. Comme par hasard, c'est à Saint-Thomas-sur-Mer, où j'ai passé des vacances quand j'étais jeune enfant. Donc c'est des lieux que je connais facilement. J'y suis retourné depuis. C'est un petit village, enfin un village, on peut dire ça comme ça, que je connais bien. Et après, voilà, on va rentrer dans la Révolution. C'était pas prévu. Je ne savais pas. Ouais, c'est toujours comme ça. Par exemple, la cuisinière d'Himmler, je commence ce livre en partant du visage de Rose, mais la Rose de Marseille, qui est sicilienne et qui a un resto rue Glandevès, 25 rue Glandevès, à côté de l'Opéra. Elle le sait ? Qui marche très bien. Non, mais je disais souvent à ma femme que j'allais faire un livre sur elle, mais sa vie n'était pas intéressante. Elle avait un physique, quelque chose. Je l'adorais, elle m'adorait. Elle avait fait un transfert, parce que son fils était mort, on avait le même âge, et elle a fait un transfert sur moi, et j'adorais, je lui rendais bien, c'est une femme que j'adorais. Bon, elle était très physiquement épuisée, et elle a été longtemps avant de mourir, elle est morte à 92 ans, elle bossait tout le temps, mais sans arrêt, vraiment, c'était incroyable quand elle bossait. Elle avait plus de dents, elle avait du mal à marcher, elle n'entendait pas grand-chose, elle voyait rien, enfin bref. Et elle bossait, et j'adorais cette espèce de truc de menton, pas agressif, mais voilà, moi je résiste, voilà, je continue, je me bats, je travaille. Elle se faisait voler parfois par son personnel, mais enfin pas trop, je pense pas, mais enfin quand même, elle était toujours un peu aux aguets, quoi, mais elle marchait pas vite, donc, et puis en plus, elle refusait les cartes bleues, donc, qui dit liquide, dit, etc. Mais, cette femme, je l'aimais, voilà. Et c'est elle, en fait, qui va devenir l'héroïne de la cuisinière d'Himmler. Bon, si vous regardez bien la cuisinière d'Himmler, ça n'a absolument rien à voir. Puisque c'est une Arménienne qui va traverser le siècle, et le titre de départ était la cuisinière rouge, c'est-à-dire elle devait finir chez Staline. Moi, dans ma tête, au départ. Hein, mais je connaissais pas l'histoire, comme je vous dis. Après, parfois, j'imagine ça va finir comme ça. Mais j'avais le titre en commençant le livre. Eh ben non, ça s'est pas passé comme ça. Elle est allée, elle a pas rencontré Staline. Ça s'est passé en France, le nazisme, etc. Mais ça, c'était pas prévu. Donc, si vous voulez, je découvre l'histoire en l'écrivant à chaque fois. Et d'ailleurs, il y a un truc amusant, c'est que à la fin, ça va de plus en plus vite parce qu'on arrive près de l'épilogue, et j'écris très vite parce que je veux savoir comment ça se termine, parce que oui, j'ai envie de savoir. Ouais. Et donc la fin est très rapide souvent. Mais ça, c'est Julien Green qui m'a appris ça. Julien Green, il m'a dit, moi, j'ai eu l'idée d'écrire Adrienne Mesura, c'était un gros succès, un de ses premiers livres, un très gros succès, en voyant une femme de profil derrière la vitre d'un bus place de la Concorde. Et je me suis dit, ça y est, j'ai ce personnage. J'ai vécu avec elle pendant quelques semaines. Et puis un jour, je me suis mis à ma table de travail. C'est elle qui m'a dicté le livre. C'est comme ça. Moi, c'est un peu ça, oui. Alors, et non, les personnages changent. Ils restent un peu. L'espèce de rapport bizarre que j'ai mis dans Belle d'amour. Il y a certains chapitres qui sont un peu des dialogues entre le narrateur et l'héroïne Tiffany, qui est donc l'héroïne de fiction. Je dirais que ça se passe pas exactement comme ça parce que c'est pas des choses qu'on dit, mais il y a un petit côté comme ça. Je dirais parfois on dialogue un peu avec l'auteur, enfin comment dire, c'est moi l'auteur, mais en fait il y a quelqu'un qui me dicte. Et d'ailleurs Julien Green avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup amusé. Il avait dit un jour, ça fait une polémique, ce n'est pas moi, avec sa petite voix précieuse, c'est pas moi qui écris mes livres, c'est un autre. Et un journaliste a pris ça, argent comptant et un peu connement, avait écrit, bah ça y est, il vient de prouver qu'il avait des nègres. Mais évidemment que non. Il voulait dire par là, d'ailleurs, il a écrit une lettre très drôle après, qu'effectivement, c'était pas lui qui écrivait ses livres, c'était l'autre qui était en lui-même, et qui s'était inventé. Alors après, ce qui est un peu triste toujours, c'est quand on les abandonne. Il y a des héroïnes de mes romans que je vis toujours un peu avec elle. Par exemple, Épiphanie, un personnage de La Souille, c'est il y a longtemps, La Souille,
15, vous vous rendez compte? Encore aujourd'hui, ça m'arrive de penser à elle. Après, il y a Rose. Rose, parce qu'il y a toujours ce visage de Rose qui est morte, la patronne du resto, et qui est morte, mais qui a eu quand même, qui j'ai donné un grand bonheur à la fin de sa vie, c'est que beaucoup de gens lui demandaient de dédicacer mon livre. Et souvent, d'ailleurs, ils gardaient des stocks de livres parce qu'il dédicaçait il demandait à Rose de dédicacer le livre, et il disait... mais est-ce que, puisqu'il vient souvent, l'auteur, bah oui, disait-elle, il vient tout le temps, parce que c'était un peu ma cantine, hein, quand elle était là et vivante, j'y allais tout le temps, et c'était comme à la maison, hein, c'était Nappe Cirée et compagnie, c'était pas un resto, c'était pas oui, c'était le petit resto, bon, resto, mais c'était comme oui, et puis il faisait tout elle-même, comme ça, avec son Ibrahim, qui était un cuisinier formidable, enfin voilà, c'était, mais j'aimais cette maison, quoi. Tu parles, et elle, comment dire, je dirais que quand je la voyais, j'avais, l'impression, quand je la voyais, hein, c'était l'impression d'être avec mon personnage. Hein, donc Rose, pour moi, elle était toujours un peu vivante. Et puis Fanny aussi. Lucille Bradsock, j'adore. Lucille Bradsock, c'est règlement de compte et compagnie, hein, c'est Monte Cristo, et puis elle se venge sans arrêt, ça défouraille, c'est un personnage incroyable, puis c'est une femme moderne, quoi, incroyable entre le 18e et le 19e, enfin, elle a une modernité incroyable. Et c'est pas moi, j'en parle pas comme si c'était moi, là, vous voyez, c'est autre chose. Mais tu cites Jules Lindgren, justement, tu dis qu'à un moment, il dit j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est une phrase merveilleuse, ça. Parce que, et moi, c'est comme ça. Et ça, c'est lui qui m'a appris ça. Comme je dis, c'est mon maître parce qu'il m'a vraiment appris ça. C'est presque une famille des souvenirs, en fait. C'est presque des gens que tu as connus, que tu n'as pas vu depuis longtemps, que tu verras peut-être plus jamais quand tu fermes ton ordinateur. Ouais, alors il y en a quelques-uns qui ont disparu, je ne sais pas pourquoi. Il y en a un qui est un peu mon double, qui revient dans des bouquins. Dans le prochain, il sera là. Il était là dans Un très grand amour aussi, qui s'appelle Antoine Bradsock. Mais c'est un double à la con, quoi. Je me fous de sa gueule en permanence. Et puis j'écris beaucoup de conneries à son propos, enfin des choses fausses, quoi. Alors oui, il y a, je sais pas quoi, dans Un très grand amour, il y a une scène où je fais pipi parce que j'ai un cancer de la prostate, et ça c'était vrai. Mais je fais pipi à l'Élysée, bien entendu, parce que je reçois la Légion d'honneur. Évidemment, j'ai jamais reçu la Légion d'honneur. Sarkozy me l'aurait jamais donné, et j'ai jamais fait pipi sur un tapis de l'Élysée. Mais je raconte ça, et les gens souvent me disent, mais alors c'est vrai? Bah non, c'est un roman. Je suis désolé. C'est pour ça que c'est écrit roman dessous. Mais c'est vrai que le personnage, c'est pas vous. Bah c'est un peu moi. Je reconnais là. J'affiche carrément les choses, quoi. Parce que. Et la phrase d'après, tu l'as facilement? Donc tu dis, moi j'ai pas d'angoisse de la page blanche. Non. J'écris très facilement. Alors la vérité, c'est que quand même. Tu reprends le point virgule. Oui, mais putain, je reprends beaucoup. Mais l'écriture journalistique et l'écriture littéraire n'ont rien à voir. L'écriture journalistique, c'est une technique. Donc quand on est jeune, moi j'ai commencé mes premiers papiers, c'était 1200 signes à l'heure. Quand je suis écrivain, quand je prends ma casquette d'écrivain, je ne peux pas faire plus de 5000 signes dans une journée. C'est l'inspiration. Et parfois, elle s'arrête. Je peux avoir une panne, ça m'arrive. 2-3 jours de panne, 4 jours de panne, une semaine de panne. Bon, ça m'inquiète sans plus parce que j'ai l'habitude. C'est un jour, une nuit, je vais me réveiller et à 2h du matin, il y a un toc-toc dans ma tête. Je vais voir la porte et j'aurai la solution. C'est-à-dire, mon cerveau a travaillé pendant tout ce temps-là et ça vient tout à fait naturellement. Donc, quand j'ai des pannes, ce qui m'arrive, mais c'est pas l'angoisse de la feuille blanche, j'arrête. J'attends, et à un moment donné, ça a travaillé sans que je me rende compte. Donc, on est fasciné par son propre cerveau, d'ailleurs, par tous les cerveaux humains, quand on voit cette chose qui travaille sans qu'on s'en rende compte, quoi. Il y a des trucs qui se passent dans les neurones, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça me fascine littéralement. Et en revanche, quand je suis journaliste, ma casquette de journaliste, je peux écrire, dans une seule journée, 25 000 signes. C'est-à-dire 5 fois plus. 5 fois plus que quand parce que je m'en suis rendu compte, ma productivité de journaliste peut être exponentielle quand j'écris. Ma productivité d'écrivain, c'est au maximum 5000. C'est-à-dire, et d'ailleurs, si c'est 5000, il faudra peut-être descendre un peu sur 4000 parce qu'il y aura des choses à revoir, à refaire, ça aura été, etc. C'est plutôt 4000. Mais enfin, disons, c'est souvent 5000 et je retravaille un peu plus, quoi. Et en termes de fatigue, c'est plus fatigant le roman d'écrire Non, c'est pareil. C'est pareil. Non, c'est pareil. On pue. Mais quand on pue, c'est incroyable. D'ailleurs, l'écrivain, il sent mauvais. C'est incroyable. On est étonné des odeurs, des sels, de transpiration. Enfin, c'est très bizarre, quoi. Mais ça, c'est tout ce qui est travail intellectuel, quoi. Il y a une espèce de, on se donne à fond, quoi. On voit que donc tu n'as pas de plan. Tu sais pas où tu vas. Non. Voilà. Et tu peux arriver à changer la fin. Tu peux arriver. Alors, est-ce que tu alors, il faut être honnête, c'est que quand le livre est terminé, très souvent, je change.
Je vais mettre un début à la fin, je vais refaire un nouveau début parce que je trouve que ça on rentre pas bien dans le truc. Je change, ça m'arrive tout le temps. Où puis je vais enlever des bouts, je vais enlever des personnages. Je me dis qu'est-ce que ça fout là, ça n'a rien à voir, allez on enlève. Et tu peux faire, tu notes au fur et à mesure qu'il n'y ait pas d'incohérence ou non, d'anachronisme. Non, ça je relis après. Quoi, oui. Oui, non, ça pas je relis. Tu acceptes qu'un éditeur te dise change la fin, ça me plaît pas. Bien sûr, mais j'écoute. Ah non, mais j'ai beaucoup d'humilité par rapport. Je répète, moi je suis un artisan. Ça, quand j'étais gosse, j'ai eu la chance de rencontrer Alberto Giacometti, que j'ai vu assez souvent. Et j'étais étonné, comme il disait toujours. Il disait soit je suis un maniaque, moi je crois que je suis maniaque, façon de travailler, je suis un maniaque. Et en même temps, il disait aussi je suis un artisan. Moi je suis les deux, quoi, artisan maniaque. Hein. Là-dessus, je suis son modèle. C'est-à-dire, je fais ça, je sais pas pourquoi. Je ne crois pas à la postérité. Enfin, je crois que la postérité, c'est un discours aux asticots, comme dit justement Louis-Ferdinand Céline. Donc, j'écris pas pour après ma mort, comme Philippe Solers. J'ai lu ça un jour sous sa plume. Ça me paraît pas, ça m'intéresse pas. J'écris pour les lecteurs. Ça, c'est vrai. Et chaque fois, tu as un message. J'écris pour les lecteurs. Il y a un message. Ben oui, parce que non, mais c'est ça le charme du roman, c'est que non seulement il y a des messages intellectuels, mais il y a beaucoup de messages physiques, sensoriels. Enfin, c'est ça. Le roman, on partage tout. C'est du partage. Mais oui, c'est de faire partager des sensations, du bonheur, du plaisir, du rire, de faire rire, voilà, et puis d'émouvoir, et puis voilà, c'est tout. Mais en racontant une histoire. Bah c'est ça aussi, j'ai un côté basique. Alors on me reproche souvent, mais ça je m'en vante, j'en serais très content, j'en suis très... Pourquoi vous faites toujours des page turners? Oui, parce que je veux qu'on me lise. Et je veux que ce soit du plaisir. Et moi, il n'y a rien de mieux comme compliment qu'un copain qui m'appelle oh là là, ce livre-là est trop long. Tiens, on l'a fait ça d'ailleurs sur le schmuck. Mais putain, je t'en veux, j'ai commencé à... Non, j'arrivais plus à m'arrêter, etc. Moi. Mais j'arrivais plus à m'arrêter. Ça, j'aime bien ça. C'est-à-dire, moi j'aime bien lire les livres comme ça. Vous voyez, quand j'étais jeune, je me souviens, j'avais été ébloui par Aurélien d'Aragon. Je l'ai relu récemment. Oui, il faut enlever, il faut couper, quoi. Ouais. Alors, attendez, après tout le bien que j'ai dit du poète, vous voyez, j'ai beaucoup d'admiration pour Aragon. Mais bon, qui était politiquement un sale type, et ça, c'est autre chose. C'est pas parce qu'il était stalinien qu'il faut arrêter de le lire. C'est vrai que sur l'amour, enfin, tout ce qu'il a écrit, bon, moi, c'est un poète magique. Je reviens, j'ai toujours des bouquins d'Aragon partout, j'aime bien relire le soir, voilà, ça calme, ça console, ça apaise, c'est tellement beau, et parfois, on lit certains de ses poèmes, on pleure tellement c'est beau, quoi. Moi, ça me parle, en tout cas. J'aurais aimé discuter des heures et des heures. On va terminer par des questions personnelles. Qui tu aurais aimé rencontrer? En interview posthume, je parle. Hein. Oh, bah, c'est très simple. Moi, il y a un truc, c'est une espèce de coup de foot quand j'ai 9 ans. Je lis 93 et c'est un coup de foudre. Et c'est vrai que Victor Hugo, c'était... à l'époque, c'était l'époque des... Enfin, pas encore, parce qu'après, c'était plutôt après, c'est l'époque des Beatles, des Rolling Stones, etc. Mais c'est vrai que moi, j'étais toujours en admiration et je mettais toujours Victor Hugo très très haut. Bon, après sont venus Balzac, c'est génial aussi. Enfin, bon, d'autres auteurs. Les classiques, hein. Ouais, Flaubert, Balzac, extraordinaire, Dostoïevski, Tolstoï, Steinbeck, faut jamais oublier, et puis George Sand, j'ai une passion comme ça, j'ai une passion pour George Sand. Tu aurais aimé les rencontrer? Ouais. Ah oui. L'intérieur de George Sand, parce que bon, faut voir tous les mecs qui s'enfilent, c'est extraordinaire mangeuse d'hommes, comme il y a des mangeurs de femmes, d'ailleurs, on lui en veut, mais enfin bon, quand c'est un homme, c'est normal, quand c'est une femme, c'est pas normal. Et j'ai une passion pour elle, parce qu'il faut lire son autobiographie. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Elle a écrit sa vie, c'est juste une merveille quand elle raconte sa vie. Donc j'ai une grande... puis après, c'est plutôt des écrivains. Mais je mettrais des pannes. J'aimerais bien, par exemple, pour poursuivre les conversations que j'ai eues avec Giacometti. Je l'ai connu, j'avais 15 ans, et il est mort assez vite. J'ai connu pendant 1 an, quoi. Et il me fascinait complètement. Bon, il est mort d'un cancer du poumon assez vite. Et voilà, après, évidemment, les grands personnages de l'histoire qu'on a envie de rencontrer, il y en a plein. Hein. Pas Périclès, on peut remonter très haut, Socrate. Non, mais c'est vrai, Bouddha. Bouddha, j'aimerais voir, est-ce que c'est vraiment le Bouddha je suis fasciné par la figure de Bouddha et je me dis toujours, est-ce que c'est... Tu es fasciné par l'Inde le aussi, vrai Bouddha? Oui, bien sûr. Oui, c'est... Par l'Inde, l'hindouisme, qui est une religion très barbante avec les textes, tout ça, mais j'aime bien la pratique de l'hindouisme. Oui, et puis le bouddhisme aussi. Hein, et puis les personnages que j'aurais aimé rencontrer, mais c'est mon problème, je suis journaliste, donc j'aurais aimé rencontrer tout le monde. C'est clair. Enfin, en dirigeant, par exemple. Sénèque, voilà, j'aurais passé des heures. Hitler ? Non. Non. Franchement, non.
Non, mais pour lui dire pourquoi. Non, mais enfin, Pour lui dire pourquoi. Non, je donnerai pas des leçons à ceux qui l'ont interviewé parce que ça fait partie du boulot. Mais je ne serais pas battu pour faire l'interview. Je sais pas, il fait froid dans le dos, mais j'aurais pu le faire. Oui. Ou l'assassiner. J'aurais pu. Ouais. Oui, mais je trouve que c'était difficile d'aller demander une interview sans l'assassiner. Non, Puis de toute façon, on se rend compte dans ce métier, les gens qui vous fascinent le plus quand on. Ce ne sont pas les hommes d'État ou les femmes d'État. C'est incroyable. On a parfois des rencontres merveilleuses avec des gens que personne ne connaît d'ailleurs. C'est ça aussi. Dans ce métier, on rencontre plein de gens. Et il y a des gens merveilleux qui ne sont pas forcément connus et qui font juste des boulots, qui ont des découvertes incroyables et qui vivent dans l'obscurité, qui sont heureux dans l'obscurité. Qui sont heureux dans l'obscurité. Il y en a plein. Ça. Alors ça sert à rien, je vous donne les noms parce que vous les connaissez pas, mais je pense à eux souvent, ouais. Oui, parce qu'ils vous ont dit souvent des choses qui reviennent souvent dans votre tête, des phrases comme ça. Oui, puis ils vont se retrouver dans un bouquin aussi. Oui, c'est vrai, à travers d'autres personnages, bien sûr. Tu peux écrire plusieurs livres en même temps ? Oui, ça m'arrive, oui. Oui, parce que ça veut dire qu'il y a un livre qui reste en stand-by et on se met sur un autre. C'est arrivé, par exemple. Le schmock, j'avais pas de panne, mais c'était pas à proprement parler une panne, mais j'ai laissé tomber pendant un X temps. Et je me suis mis à... Je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Enfin, j'ai laissé tomber. Peut-être pour que ça mûrisse encore, je ne sais pas. Et puis, je me suis mis à écrire très vite la dernière fois que j'ai rencontré Dieu. Voilà, qui est un livre comme ça, écrit sous impulsion. Alors, je sais vraiment pas pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre. Mais brusquement, ça m'a pris, je vais écrire ça. Peut-être avec une réflexion de quelqu'un de proche qui m'a dit... Une impulsion, tu mets combien de temps à l'écrire ? Ou le plus rapide ? Ce livre-là, l'américain, ce livre-là, je les écris très vite. Ah oui, je peux pas dire. Moi, je fais plein d'autres trucs en même temps, je peux pas calculer, mais enfin, en un mois et demi, c'est beaucoup. Ah oui. Quoi. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est des livres qui sortent de soi, quoi, qui sont des livres écrits. On appelle ça écrit dans l'urgence. Bon, après, je relis, je corrige. Attention, il y a un deuxième temps. C'est pas juste, c'est pas publié comme ça après. Ton organisation de la semaine, le matin, tu te réveilles, Ouais, mais j'écris tout le temps. Moi. C'est-à-dire, j'écris dans l'avion, j'écris dans le taxi, j'écris dans le métro, j'écris dans le tramway à Marseille. Ça m'emmerde. D'ailleurs, faut que j'arrête parce que souvent je rate la station ou parfois je rate 2 stations. Ça veut dire qu'à quel point on est coupé du monde, c'est-à-dire on n'entend même pas la station, la petite voix qui vous donne la station puisque mais merde je suis encore et puis voilà. Le fait que tu fais quand même beaucoup de télé, beaucoup de radio, maintenant on te reconnaît, donc maintenant ça fait des années. Oui, mais dans les lieux clos ça va. C'est-à-dire en général c'est un petit sourire. Le quai du métro c'est chiant parce que souvent le métro arrive. Non, oui, non, puis c'est pas le chapeau. De toute façon, maintenant, les gens aussi, ils identifient avec le chapeau. Non, le chapeau, la casquette, ça peut aider beaucoup. Ça aide plein de gens qu'on connaît comme ça, qui sont. Ça me fait rigoler toujours avec la casquette Laurent Baffy comme ça, bien, ou je sais pas, ou de Patrick Bruel, des gens qui sont Mais moi, franchement, on m'emmerde un peu, mais pas tant que ça. C'est beaucoup de selfies. Ouais. À Marseille, c'est énormément de selfies, mais bon, ça va. Je suis pas. Je suis gentil, les gens sont gentils, ils sont toujours gentils en fait. Ils font ça aussi, ils lèvent le pouce en disant bravo. Qu'est-ce que je dis ? Évidemment, je suis content, je leur souris. Et puis, dans le tramway ou dans le métro, j'ai remarqué qu'on vous parle moins, mais ça arrive. Tu vois, ce qui est un peu gênant, mais ça je vois bien, mais moi je suis pas à ce niveau de célébrité. On appartient à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que tu restes avec ta femme tranquille Non, c'est pire que ça. C'est-à-dire, on est au téléphone avec quelqu'un, une conversation très importante, et le type, non, mais même il vous parle, il va pousser le téléphone. C'est quand même, c'est incroyable, quoi. Mais ça m'arrive de temps en temps, ça. Et puis si tu le remballes, il va te dire putain, celui-là, il a le melon. Ouais, c'est une fois comme ça. Je me souviens, des vendeurs à la sauvette me demandent de faire des selfies à Paris. Je sors du métro, je courais, et ils me disent, allez, un selfie. Je leur dis, je suis pressé, je peux pas. Ils commencent à me courir après, et à la fin, c'était connard, prétentieux, pour qui tu te prends, etc. Ben non, j'ai été en retard de 10 minutes, je sais pas, ou un quart d'heure, rendez-vous de médecin, c'était la honte totale, et j'essayais de rattraper mon retard, enfin de le diminuer le plus possible, en courant, voilà, j'étais en panique. Donc ça, vous voyez, il y a ça, mais ça arrive tout le temps, ça. Mais bon, pas plus que ça. Moi, franchement, je suis pas gêné par ça. Je supporte pas trop les célébrités qui se plaignent en permanence. Ça va, les gens sont gentils, ils sont bienveillants, ils sont polis, ça va. Moi, je trouve toujours. Franchement, je suis pas embêté. Je suis pas embêté parce que de temps en temps, il y a des petits embêtements comme ça, mais c'est pas plus que ça. Sur ta table de chevet, il y a quoi ?
Plein de livres. Il y a surtout Le Gai Savoir de Nietzsche. C'est un livre qui fait du bien, qui est très drôle, avec beaucoup d'humour. Moi, j'aime beaucoup Nietzsche parce qu'il me fait rire. Alors, j'ai pas tout à fait la même lecture que Zarathustra que mon ami Michel Onfray, qui me dit que c'est un livre drôle, parodique. Et c'est vrai qu'on peut le lire comme ça, et en même temps, ça me fait moins rigoler que beaucoup des saillies de Nietzsche dans tous ses livres, hein, parce que c'est quand même... il dit toujours, vous savez, sur 10 philosophes, vous en prenez... prenez 10 philosophes, vous les alignez, le bon, c'est le drôle. Et ben là, vous mettez 10 philosophes, parmi lesquels Nietzsche, c'est vrai que c'est Nietzsche qui va vous faire le plus rigoler, et une façon de prendre tout à la blague, de se moquer de tout, que j'adore. Et j'aime beaucoup, c'est un philosophe merveilleux, et puis il correspond assez à... Comment dire, même quand je dis je suis croyant, bon, Nietzsche il dit que Dieu est mort, mais il est quand même croyant, puisque il croit à l'élan vital, et la petite l'herbe qui monte comme ça, qui va rechercher le soleil, ben, c'est ça, c'est l'élan vital, et ça, c'est, on peut dire aussi, c'est il est croyant, en tout cas c'est mon panthéisme. Alors moi j'en rajoute un peu après lui. Donc j'aime beaucoup lui, j'aime beaucoup Pascal aussi, Blaise Pascal, les pensées de Pascal, c'est formidable. J'aime beaucoup les penseurs comme Sénèque, Marc Aurèle. C'est important d'avoir des choses comme ça autour de soi. C'est des mentors, presque, ça serait pas... Ouais, mais je vis beaucoup avec eux, Montaigne, tout ça. Je peux pas dire que je couche pas une nuit avant d'en lire quelques lignes. Pas très long, forcément, mais j'aime bien. Et tout ça, ça fait un paquet parce que il y en a plein d'autres. Je pourrais trouver même toujours un peu du même type. Hein. Tu lis quand même un peu de l'actualité ou de la politique ou Ouais, de temps en temps, il peut y avoir des livres politiques. Mais bien sûr, il y en a toujours. Tiens, il y a Takia, par exemple, de Mohamed Sifawi, qui est là depuis un certain temps. Mais c'est plutôt des livres de penseurs, oui, je dirais plutôt ça. Oui, j'étais dans Léon Bloy aussi, j'en picorais un peu récemment parce que j'aime bien cette espèce de colère de Léon Bloy qui est en colère permanente et qui rend bien les choses. Et Bernanos, à une époque, était beaucoup sur ma table de chevet. Je vais peut-être en remettre d'ailleurs des Bernanos, mais c'est plutôt les écrits politiques qui sont complètement insensés, extrêmement violents et que j'aime bien parce qu'il y a une espèce de truc de rage, de colère. Bon, il a fait un livre antisémite là qui était horrible, mais après il s'est rattrapé et puis c'est bien, voilà, il s'est remis droit et c'est vrai que les derniers livres, il y a des choses très belles. Qu'est-ce qui t'énerve ? La connerie, qu'est-ce qu'il y a comme con, hein, c'est dur. Ah non, mais ça c'est vrai. L'inculture, l'ignorance, la culture, enfin la bêtise, l'ignorance, tout ça, ce sont des valeurs qui montent, hein, j'ai l'impression. Et le fait qu'il n'y ait pas le respect des grandes choses ou des grands personnages, quoi. Parce que moi, je sais pas, il y a toujours... Ouais, l'absence de l'incivilité, enfin tout ça. Je suis énervé toute la journée. J'ai toujours été un peu comme ça. Est-ce que des choses se sont perdues un peu ? Est-ce que maintenant des choses se perdent ? J'ai pas envie de dire trop ça parce que j'ai parlé comme un vieux con, mais c'est vrai que ouais, il y a une espèce ouais, il y a un manque général de courtoisie. Moi, il y a un truc, par exemple, je sais, par exemple, quand quelqu'un vient servir à table, je vais attendre que tout soit servi pour commencer à manger. Ouais, ou d'attendre même que... Bon, mais c'est un truc très simple, c'est qu'un jour, j'ai reçu une baffe de ma mère parce que j'avais commencé à manger le premier. Tu as raison. Et bon, ma mère, je l'aimais, elle m'a donné des baffes. Toujours bien méritées, j'ose le dire. Je vais peut-être avoir un procès après avoir dit ça. Et c'était, bref, quand même, faut pas exagérer, quoi. Elle m'a pas démoli la gueule. Mon père me battait. Alors lui, comme plâtre, là, c'était bon, parce qu'il battait ma mère et que je défendais ma mère. Mais c'est comment dire... donc je suis pas en train de faire l'éloge de la punition et tout ça, c'est idiot, mais et je le fais pas. Mais je fais l'éloge de la courtoisie, du respect, de la politesse. Mais moi j'ai été éduqué avec on laisse passer les dames, elles portent pas. Oui, ça, bon, voilà. Ça je le fais aussi, mais disons c'est un peu les. Et par exemple moi maintenant qu'il y a un certain âge, et je vois, ça me fascine parce que je rentre dans un. J'ai les cheveux quand même bien blancs. Et il y a une époque, j'ai eu un truc au genou atroce, autogreffe, enfin je me fais refaire tout le truc parce qu'après une chute horrible, bon bref, le genou déboîté, il n'y a plus rien qui relie les deux, donc ils refabriquent tout ça maintenant de manière extraordinaire en prenant un tendon dans la jambe en bas, et ils remettent en haut, et avec un peu de bidoche avec, enfin ils mélangent tout ça, des trucs, bon bah bref. Je boite atrocement pendant, il y a encore un an, mais boiter, vraiment ce qui s'appelle boiter. Bon, je monte, personne ne va me laisser sa place. Il n'y a que des gosses, je vois, ils ont tous 15 ans, mais personne ne va me laisser sa place. Et ça, c'est vrai que c'était impensable. Alors, je suis en train de faire vraiment le vieux con. C'était mieux avant, ce que je ne crois pas. C'était mieux avant. Non, il y avait la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait la Première Guerre mondiale, où il y avait la guerre de 70. Faut arrêter, c'était mieux avant. Non, mais en même temps, franchement...
franchement, il y a beaucoup de choses qui sont perdues. Et moi, j'ai quand même une nostalgie de l'école à l'ancienne. Je pense qu'on a beaucoup trop, comment dire. Bon, évidemment, l'enfant roi, c'est un scandale. L'enfant roi dans la famille, l'enfant roi à l'école, et puis surtout aussi le parent d'élève roi à l'école. Enfin, moi, j'ai gardé cette espèce de culture de fils de prof, qui est que, bon, les parents d'élèves, c'est bien à l'école, mais pas trop. Et quand je vois des réunions de parents d'élèves, pas des réunions de parents d'élèves, des réunions où les profs reçoivent les parents d'élèves, comme j'ai fait à plusieurs reprises, et que je vois les parents d'élèves en train de donner des leçons aux profs, voilà, j'ai envie de leur dire sortez, votre place n'est pas ici. Et une fois d'ailleurs, je me suis interposé, mais c'est honteux le ton qui est utilisé, etc. Je trouve qu'il y a, oui, je dirais globalement un manque de respect. Et puis regardez ces professions qui sont maltraitées, comment on parle des médecins, comment on les traite les médecins, les enseignants. Enfin, on peut continuer comme ça. Les pompiers, la police, tout ça. Enfin, c'est vrai que moi, là-dessus, c'est des choses que je comprends pas du tout, et je me dis que la société va très mal quand je vois ça, quoi. On termine par 2 questions. Ta plus belle réussite? Je sais pas, à part les enfants. Mais oui, mais c'est le premier truc auquel je pense, franchement. C'est pas c'est vraiment les enfants. Ou ton livre préféré ou ton... Non, parce que j'ai pas de livre préféré, franchement. Non. Tu es fier de quelque chose ou je sais pas? Non, j'aime bien mes traductions. Alors c'est un peu con et bêta, quoi. J'aime bien l'idée des livres qui sont beaucoup traduits, quoi. J'en ai quelques-uns quand même qu'on fait même des succès à l'étranger. La cuisinière d'Himmler, La Souille, l'Affreux. J'aime bien, par exemple, quand je sais que certains de mes livres qui sont publiés il y a très longtemps continuent à se vendre toujours bien. L'Affreux fait toujours un carton dans le Maghreb. La Souille, et puis surtout La cuisinière d'Himmler. Mais par exemple, quand c'est en anglais, c'est toi qui traduis ou c'est... Ah non, je m'en occupe pas, ça, jamais. T'arrives pas? Non, je m'en occupe pas. Mais tu as le niveau, non? Non, j'ai plus le niveau, je l'aurais eu, mais j'ai plus le niveau, et de toute façon, ça m'intéresse pas, ça. Moi, je retravaille pas les trucs. Quand j'ai fini, c'est fini. Moi, je veux plus, voilà. L'Immortel, j'ai pas voulu mêler du film, je peux pas, je suis sur autre chose. Que Jean Reno dans le rôle titre. C'est une fierté, ça, quand même. Non, franchement, je veux dire... Tu as accès au scénario, Non, mais j'aurais dit, non, ça va, faites votre truc, c'est un autre métier, c'est un autre... Ça m'aurait intéressé, mais à ce moment-là, je fais le film, sinon je vais pas emmerder, ça veut dire quoi, c'est l'auteur, mais non, vous changez tout, faites ce que vous voulez, j'ai pas du tout cette espèce de... Non, donc j'ai pas... On peut pas dire, je mets pas ma fierté là-dedans, je vais pas mettre ma fierté dans mes livres, ou dans l'adaptation de mes livres... Je peux avoir un peu de vanité, je me reconnais ça sur les traductions, un peu, mais pas plus que ça, parce que c'est un peu ridicule de le dire. Et ma plus belle réussite, je sais pas, j'ai envie de dire, vous voulez pas les enfants, donc si je te mets pas les enfants, ça va être, je sais pas, mes oliviers, par exemple. Ou les tomates russes. Dans le Vaucluse. Cette année, mes tomates, c'était vraiment épouvantable. Ça n'a pas marché du tout, là, mais c'était à Marseille. Ouais. Et avec la canicule, on peut pas dire qu'elle s'est profitée. J'avais des toutes petites tomates merdiques. En fait, c'était bonne, mais c'était toutes petites, les tomates russes on peut faire 1 kilo, là. Et à mon avis, ils dépassaient pas les 50 grammes, c'était horrible. On aurait dit tomates cerises. Allez, ça, c'était la canicule, ils supportaient pas, ils n'ont pas supporté. Dernière question, le podcast s'appelle La Combinaison. Donc finalement, c'est quoi la combinaison pour devenir Franz-Olivier Gisbert? Du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la détermination ou le tout pour devenir le niveau? Non, parce que le travail, d'abord, c'est évidemment fondamental, ça, le travail. Après, il y a la chance. Faut écouter les gens. Le talent, tout le monde en a. Comme disait Mitterrand, tout le monde a du talent. La seule différence, c'est le travail et la persévérance, l'obstination. Ça, j'ai la persévérance. Mais aussi, je crois ce qui m'a toujours aidé, ce que je dis toujours aux jeunes quand ils me demandent de conseils, surtout ne faites pas carrière. Moi, j'ai pas fait carrière. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais j'ai pas fait carrière. Et je ne fais toujours pas carrière, c'est-à-dire j'ai pas de plan. Je vis dans l'instant. Je sais pas si je vais peut-être être mort demain. Comme tes livres. Oui, mais je sais pas. J'écris comme si c'était toujours mon dernier livre. Donc, c'est-à-dire, c'est terre brûlée, quoi. On sait pas. Les politiques, ça va peut-être... plus personne va me parler, c'est pas grave. C'est comme ça que je vois les trucs. C'est comme ça que je les écris. Chirac, Mitterrand. Et c'est comme ça, je m'en fous. Voilà, donc, il y a ce côté terre brûlée. Et les romans, c'est pareil. Terre brûlée, je m'en fous. On me dit, mais tu peux pas publier ça. Je le fais. Où est le problème? Souvent, l'éditeur, il essaie de vous protéger. Mais non, t'as pas le droit de dire ça. Mais pourquoi tu dis ça? Mais je m'en fous. C'est écrit dans les romans, parce que même sur un roman, on essaie de vous protéger bon. Et ça, je fais pas de carrière. Ça, je crois que c'est absolument fondamental. Et je crois qu'on est bien dans sa peau quand on a... J'ai pas de calcul. Puis je veux dire, je retourne, je disparais, mais où est le problème?
je vais m'occuper de mes potagers, je vais continuer à écrire pour je sais pas quoi, même si c'est pas publié, j'écrirai parce que après on peut plus s'arrêter. C'est de toute façon, s'il y en a plus d'éditeur, c'est pas grave, on écrit tout seul, quoi. C'est comme je disais, artisan et maniaque. Mais je ferai les plus belles tomates russes de mon village, et puis la meilleure huile d'olive de mon village. Je serai content. Donc, je suis pas, comment dire, moi je suis ce genre de type affreux. D'ailleurs, c'est un jour un confrère qui me déteste. Je lui dis, mais pourquoi tu me détestes comme ça ? Ça m'intéresse, comme ça, en rigolant, hein. C'était pas la... Bon, il y en a beaucoup qui me détestaient. Et il me dit, ça m'a frappé parce qu'il était sincère. Et un journaliste très connu. Et au fond, sympathique, sa réponse était sympathique. Il m'a dit, mais tu te rends pas compte, ton sourire, c'est insupportable. T'es toujours en train de te marrer. Eh oui, mais ça, c'est le côté... La dernière fois que j'ai rencontré Dieu, je suis croyant, je sais pas, il y a quelque chose. J'ai sourire toujours un peu niais des croyants. Et comme je suis un peu insolent de caractère, ce sourire niais, les gens ont tendance à le croire insolent. Mais je pense qu'il est surtout niais. Moi, je dirais charmeur, surtout. Oui, c'est autre chose, parce qu'on peut faire... Mais il y a quand même toujours... au départ, je souris. C'est-à-dire, j'ai toujours une espèce oui, j'ai une joie de vivre, faut bien dire. Voilà, c'est ça. Et tous mes livres, d'ailleurs, sont des hymnes à la joie et à la vie, parce que même quand il y a la noirceur, même quand c'est le schmuck qui est pas le plus joyeux, le plus gai de mes livres, voilà, j'ai toujours ça. Et ça, je crois que c'est. Je répète encore, c'est la phrase de Nietzsche, hein, le meilleur philosophe, c'est celui qui rit. Et je pense que de toute façon, qu'est-ce que la vie ? Alors, il y a une phrase toujours, moi, que je dis toujours, c'est qu'est-ce que la vie ? Est-ce qu'une vie vaut la peine d'être vécue sans amour ? Attention, pas seulement la mort d'une femme, ça peut être l'amour de la vie, l'amour d'un paysage, l'amour d'une maison, l'amour d'une famille, l'amour d'animaux, etc. Mais sans amour, il n'y a plus rien. Mais j'ai envie d'ajouter toujours aussi sans rire. Sans rire, il n'y a plus rien, parce que si on n'est pas heureux, si on n'a pas des moments de bonheur, parce que attention, le bonheur n'est jamais linéaire, on sait bien tous ça. Puis il y a toutes ces catastrophes, j'ai eu mes merdes, j'en aurai encore, je sais bien, on porte ça comme des croix, et puis voilà. Mais ça finit par passer, puis ça revient, évidemment, et puis voilà, puis on vit toujours avec ses souvenirs, et puis on a de plus en plus de trucs à porter, parce que avec l'âge, bientôt 71 ans, bah oui, il y a de plus en plus d'amis morts, et les amis morts, ils sont dans votre tête, puis les proches qui sont morts, et puis les parents morts, ils occupent également beaucoup de place. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, il y a quand même des moments de bonheur incroyables que j'ai tout le temps, et je ris, et je souris, et je suis content. Ça, je crois que, faut pas le faire trop souvent, ça énerve, comme je l'ai dit, cet ami, ce grand journaliste, hein, connu en tout cas, mais ça fait du bien, moi, ça me fait du bien de rire. Merci. Merci super. à vous. Merci. Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.